Bienvenue à Bistro Liberté, le débat libre et non conformiste. Au programme de cet épisode, Transmania, la fin de l'intouchabilité trans. Et en seconde partie, la révolution arc-en-ciel, la domination en Occident d'une minorité. Pour en parler, outre les sociétaires Jérémy Marquis, Damien Chalamel et Greg Tadbibian, les deux invités EES, spécial d'Éric Morillo, sont des icônes du féminisme alternatif. Entendez par là des féministes authentiques, mais ayant pris leur distance avec cette mouvance en raison de l'intégration forcée des trans dans l'identité des femmes. Elles ont écrit un livre ensemble sur le sujet au titre évocateur Transmania, un ouvrage jugé transphobe par la bien-pensance qui se déchaîne. L'afficheur retire la campagne pour laquelle il a été payé et SOS Homophobie porte plainte. En réalité, c'est un peu plus tôt, en 2020, qu'elles se font remarquer pour leur refus de l'amalgame entre les femmes et les trans qui n'ont de femmes que le désir. Mais qui sont-elles ? La première s'est fait connaître en tant qu'activiste au sein des Femen. Elle a poussé loin la contestation et a même fait de la prison pour une action en Tunisie. Sa position contre le port du voile lui vaut des pressions, intimidations, violences et menaces de mort. La seconde est un auteur, journaliste et polémiste reconnu, mais qui divise les féministes par sa conception biologique de la femme. Elle critique la notion d'identité de genre. Elle publie un manifeste féméliste en 2020. Sa comparaison du port du masque au hijab lui vaut d'être harcelée. Toutes deux confondent le mouvement féméliste. Ce sont donc deux femmes de combat inventrices d'un féminisme alternatif que nous avons ce soir. Je vous demande d'accueillir Dora Muto et Marguerite Stern. Dora Muto, Marguerite Stern, soyez les bienvenus. Merci. On est ravis vraiment de vous accueillir ce soir dans Bistro Liberté, puisque je crois que vous avez un parcours média, comme on dit, très très intense. Je me trompe ? Très intense, oui. Un peu sportif même. Hein. Très. Et puis il n'y a pas que d'ailleurs dans les médias que c'est sportif, hein, parce que je crois que tout à l'heure dans la rue, on vous a encore une fois apostrophé. C'était vous, Marguerite. Ça vous arrive souvent ? C'était Dora et moi toutes les deux, hein, c'est-à-dire que c'est vous qui êtes montée quand même au front. Une jeune j'ai femme. vu, dans la on voit vidéo moins sur Dora X. sur la vidéo, mais bon, en effet, voilà, c'est des gens dans la rue. On sortait d'un café qui se sont permis de nous alpaguer, de nous traiter de transphobes. Et puis moi, par automatisme, j'ai sorti mon téléphone pour filmer, parce qu'avec Dora, on a tout le temps peur de l'agression, en fait. Hein, vu le nombre de messages, de menaces qu'on reçoit sur les réseaux sociaux, on se dit que si ça se trouve un jour, ça va arriver. Donc en effet, j'ai sorti mon téléphone pour filmer cette femme qui menaçait de nous frapper. Bon. Parce que nous avons le malheur de dire que les femmes sont des femelles, apparemment c'est révolutionnaire aujourd'hui. Donc. Elle s'est bouché les oreilles, donc quand je lui ai dit « Non mais écoutez madame, vous voyez bien que vous êtes vous-même une femelle adulte humaine », elle a fait « Non, non !» Voilà. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est finalement le mépris la meilleure réponse ? Non, vous avez envie de leur répondre à chaque fois, ouais, ou finalement, parce que c'est peut-être ça qu'elles attendent le plus, non ? En fait, vous dérapiez, hein, parce qu'on sait qu'avec les réseaux sociaux, vous le disiez, vous avez sorti votre téléphone, mais en général, c'est dans l'autre sens. Par protection, on fait la même chose, on sort le téléphone. Et les gens autour, non, ils vous soutenaient pas, non ? Pas beaucoup ? Ils rigolaient, ils trouvaient ça drôle, je crois, les gens autour. Bon, après, voilà, ça n'a pas duré très longtemps, on est partis, on va pas en faire... C'est pas le pire de ce qui nous est arrivé, c'est bon, on va pas s'attarder là-dessus. Bon, écoutez, en tout cas, on est ravis de vous avoir ce soir avec nous. Alors, il y a une tradition dans Bistro Liberté. D'abord, je vais présenter les sociétaires d'un jour, hein, puisque je ne vais pas être seul à vous interviewer, hein, puisque je suis accompagné comme à chaque fois. Alors, tout d'abord, on est ravis de le retrouver. D'ailleurs, il y a une place de choix ce soir, hein, puisqu'on a la chance d'avoir deux invités, non pas un seul ou une seule. Voilà, donc du coup, Greg hérite de la place en général de l'invité. Greg Tadbibian, on peut l'applaudir bien fort.
Greg Tabillon, je ne sais pas si vous connaissez, qui a une chaîne YouTube qui cartonne, qui s'appelle Je suis pas content TV. Alors, il y a eu beaucoup de messages suite à ton absence dans la dernière émission, parce que les gens s'inquiétaient de t'avoir vu. Ça va mieux. Ça va mieux. Bon, vous connaissiez ou pas, non? Moi, oui. Ah, oui, d'accord. Oui. J'ai vous en pensez quoi? Dites-nous, là, on est entre nous. C'est bon, elle est Moi, plutôt du bien. Attends, regarde. Tu vois, pour une Du fois. bien, du bien. Bon, et puis alors, Greg n'est pas seul, puisqu'à ma gauche, alors, il avait crevé l'écran la dernière fois, donc c'est pour ça qu'on est ravis de le réaccueillir. Il s'appelle Jérémy Marquis, il est influenceur. Salut Jérémy, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Bon, on est ravis de te réaccueillir. Donc, je ravi disais, d'être là. vraiment, tu as fait un carton sur les réseaux après la dernière émission. On a beaucoup parlé de toi et beaucoup de gens m'ont demandé d'où tu venais, qui tu étais. Donc voilà, c'est l'occasion. Pareil, est-ce que vous vous connaissez, qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêts, comme on dit? Non, on ne se connaît pas. J'ai vu dans les médias, évidemment, mais on ne se connaît pas personnellement. D'accord. Bon, et puis le petit dernier, on s'est dit, voilà, bon, c'est la première fois d'ailleurs. Et puis, alors, j'oublie de préciser que tu interviens chez Radio Courtoisie aussi régulièrement. Oui. Voilà, c'est dans quelle émission? Avec Nicolas Stocker, Libre Journal. Bon, en tout cas, voilà, un petit salut amical aussi à Radio Courtoisie. Et puis alors, le dernier, on s'est dit qu'il fallait peut-être en avoir un, au cas où ça dérape dans cette émission. Il est avocat, je crois qu'il est un peu spécialiste en propriété intellectuelle, je ne me trompe pas, voilà. Mais il est aussi accessoirement un petit peu engagé, puisque lui aussi intervient, je crois, m'a-t-on dit, dans le club de la presse de Radio Courtoisie. Donc, on est ravis de l'accueillir. C'est maître Damien Chalamel. C'est une première, en tout cas pour vous, je crois, sur TVL, Maître Chalamel. On vous a... C'est une première, oui. Voilà. Donc, pareil, question rituelle. Alors, vous connaissez l'invité? Les invités? Je les connaissais parce qu'il y a 1 an et demi, j'ai fait une chronique sur la dernière campagne du planning familial sur l'homme enceint. Et j'avais terminé en disant que si vous êtes une féministe conséquente, j'avais cité nos amis de ce soir. Voilà, merci. Donc ça m'amuse de les revoir 1 an et demi après cette chronique. On n'a pas lâché là sur le sujet. Ouais. Eh ben, écoutez, en tout cas, ça va être l'occasion justement de discussions, je pense, endiablées, j'espère passionnantes ce soir, je n'en doute pas. En tout cas, merci à vous d'être toujours aussi fidèles à TVL. Je n'hésite pas à le dire à chaque fois, vous êtes... toujours très nombreux à nous suivre en podcast. Et puis justement, on est ravis puisque les invités de ce soir, je crois, sont classés numéro 1 sur Amazon. Hein. Oui. Depuis toutes catégories maintenant, confondues. Hein, c'est sur Amazon le livre qui vend le plus en France actuellement. Voilà. Bon, il faut dire, les polémiques ont dû un petit peu aider parce que finalement, vous remerciez presque cet afficheur parisien, enfin en tout cas la ville de Paris. Bien sûr, ils ont voulu nous censurer, ça a fait l'effet inverse, donc merci à eux. Voilà, vous l'avez compris, on va parler dans cette première partie, en tout cas, il y aura 2 débats comme à chaque fois, et dans cette première partie, on va parler de ce livre qui dérange, c'est Transmania, c'est donc l'objet du premier débat, tout de suite. Transmania, la fin de l'intouchabilité trans, l'idéologie transgenre, une négation biologique. Qu'est-ce que l'idéologie transgenre? Comment s'est-elle imposée en France? Quelles en sont les dérives? Est-ce une nouvelle illustration d'une liberté d'expression à 2 vitesses? Voilà. Donc vous l'avez compris, je pense, c'est une émission spéciale très attendue. D'ailleurs, je crois, cette émission avec vous, Dora Muto et Marguerite Stern. Donc on parle de ce livre Transmania, donc enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Donc c'est l'objet de ce premier débat. Donc Transmania qui vient de paraître, on le rappelle, donc classé numéro 1 en dépit évidemment de toutes les critiques. D'abord une question assez simple finalement pour les gens qui nous écoutent et qui seraient évidemment tentés d'acheter ce livre. Est-ce que vous pouvez nous raconter la genèse tout d'abord de ce livre, puis évidemment de l'éditeur, Magnus aussi, qui a le courage de vous éditer. Dora Muto, voilà, comment est née cette idée? Eh bien, en fait, Marguerite et moi, on était dans les mouvements féministes depuis un moment, quand on a été confrontés à la question, au sujet du transgenrisme. Et voilà, moi j'avais un compte sexo sur Instagram qui s'appelle Tajoui, qui traite de sexualité féminine hétérosexuelle. Et au bout d'un moment, évidemment, je parlais d'organes féminins, donc clitoris, utérus, vulve, etc. Et j'ai des militants queer transgenres qui sont venus me dire que j'étais transphobe parce que j'étais pas inclusive et que si je parlais de clitoris, il fallait aussi parler de pénis de femme.
Au début, j'ai trouvé ça drôle, comique. J'ai répondu un peu en me moquant peut-être, enfin en me moquant par le sarcasme, et ça n'a pas plu du tout. Et donc la communauté transgenre a commencé à faire des campagnes contre moi en appelant à arrêter de me suivre, en disant que j'étais une personne transphobe. Et il est arrivé quelque chose de très similaire à Marguerite, et je lui donne la parole. Oui, moi en fait, j'étais aussi au même moment que Dora en train de devenir une espèce de petite égérie du féminisme français. Je venais de créer les collages contre les féminicides. Voilà. Et en fait, j'ai vu dans ce mouvement-là de plus en plus de femmes utiliser mon esthétique, qui était une esthétique à base de feuilles A4 en fait, sur les murs, voilà, pour dénoncer les meurtres de femmes assassinées par leur conjoint ou ex. Et donc, j'ai vu de plus en plus de militantes reprendre cette esthétique au profit de la cause transgenre et écrire des trucs comme « une femme trans est une femme » et d'autres messages incompréhensibles pour le grand public. Et donc, moi, j'ai commencé à m'exprimer sur le sujet en début 2020. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec Dora, on ne se connaissait pas encore à ce moment-là. Mais on a commencé donc, à s'exprimer chacune de notre côté, elle plus sur Instagram, moi plus sur Twitter, voilà, sur ce sujet, parce que tout simplement, en tant que féministe, en fait, ça nous a heurté que tout d'un coup, on redéfinisse ce que c'est que d'être une femme, parce que nous, il nous semble que, en fait, si on ne peut plus définir l'objet principal du féminisme, il y a quand même un problème. Et puis, ça nous a heurté aussi, en tant que féministes. En fait, on a eu une espèce de réaction primaire de mince, en fait, on voit des hommes qui se disent femmes gagner des compétitions sportives de femmes, se prendre en photo en train de se masturber dans les toilettes pour femmes, enfin, voilà. Et donc, toutes les deux, voilà, on a commencé à s'exprimer sur ce sujet. Ça fait 4 ans maintenant, hein, donc on a tenu bon, malgré, voilà, enfin, une énorme campagne de harcèlement, beaucoup de violence à notre rencontre. Ça, j'ai toujours du mal à le décrire, du mal à décrire ce qu'on a subi. On en parle sur notre site Feméliste avec toutes les preuves à l'appui, hein, sur ce site internet. On a eu besoin de recenser en fait toute la campagne de haine à notre rencontre, dont le grand public ne se rend pas forcément compte, mais qui est très connue dans les milieux féministes, et très peu de féministes nous ont soutenus. Et donc en fait, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés avec Dora. Comment vous expliquez ça d'ailleurs ? Très peu de féministes vous avez soutenu. Malheureusement, aujourd'hui, le féminisme est devenu une forme de queerisme. La théorie du genre a pris le pas sur la défense des droits des femmes. C'est-à-dire qu'il y a toute une génération de femmes, il faut comprendre, qu'elles pensent sincèrement, mais vraiment sincèrement, qu'être une femme est un ressenti et non pas une réalité biologique. Et on est face à une génération de femmes qui pensent que voilà, dire qu'il y a 2 sexes, que c'est une réalité biologique et qu'on n'y peut rien, c'est fasciste. Tout à l'heure, la femme qui nous a agressés dans la rue m'a dit ce mot. Tu fais de la biologie fasciste. Quand je dis tout simplement qu'être une femme est une réalité biologique. Donc, cette théorie du genre, elle a pris le pas sur le féminisme, à tel point que ces femmes-là, en fait, défendent des hommes qui se disent femmes plus que les femmes elles-mêmes. Et voilà, aujourd'hui, il y a un certain nombre d'icônes féministes qui défendent ces principes-là. Et nous, on est devenus vraiment hyper minoritaires au sein du féminisme avec notre opinion, ce qui semble un peu dingue. On y reviendra peut-être, mais il y a des dynamiques d'embrigadement un peu sectaires, en fait, voilà. Et donc voilà, toute cette campagne de haine à notre égard qui a fait que on s'est rapprochés, en fait. Et en fait, au bout d'un moment, on s'est dit, soit on arrête parce que c'est difficile pour notre santé. On a pris cher pendant 4 ans. Dora a perdu tous ses contrats. Moi, on m'a frappé, on m'a lancé des œufs au visage en manifestation féministe. Enfin, pour votre santé, c'est compliqué, surtout quand vous êtes... on a été dans une forme d'isolement un peu pendant 4 ans. Sans structure, voilà, être toutes les deux dans une précarité financière, matérielle, à cause de nos positions politiques. Et donc voilà, on s'est dit au bout d'un moment, en fait, soit on arrête parce que c'est trop dur, soit on persiste et on signe. Et peut-être qu'on a été mal comprise parce que le format des réseaux sociaux fait que parfois on vous trouve plus agressif que ce que vous l'êtes. Ou voilà. Et donc en fait, on s'est dit, allez, on va résumer notre pensée dans un livre. On va mettre tout ça voilà, dans un objet. On ne pourra plus nous dire... voilà. On ne pourra plus nous accuser d'être violente, transphobe, tout ça, puisque ce livre ne l'est pas du tout. Alors justement, ce livre, il s'appelle Transmania. D'abord, c'est quoi la transmania ? Je pense qu'on n'a même plus besoin de l'expliquer. Parce que
la sortie de ce livre a provoqué justement une espèce de transmania encore plus accrue en France. C'est-à-dire, la mairie de Paris qui ne supporte pas que donc on on mette, rappelle ce qui est passé, donc les affiches de promo, donc c'est votre éditeur Magnus qui avait prévu une campagne d'affichage. Et là, racontez-nous un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, quel prétexte, quel motif a justifié. Ce qui se passe, c'est que donc on a cette campagne d'affichage. Ça fait même pas. Qui était prévu dans Paris. Voilà. Dans Paris, à Lyon, Lille aussi. Lyon, Marseille, Oui. Toulouse et Paris. Oui, donc en fait, on a cette campagne d'affichage et au bout de littéralement 24 heures à peine, ce qui se passe, c'est qu'il y a une personne drag queen, qui n'est même pas trans, qui fait partie de Drag Race, ce show télévisé, qui, France 2, ouais, je crois. voilà, qui tag Anne Hidalgo en disant, c'est cette campagne d'affichage transphobe est inadmissible, etc. Il faut faire retirer les affiches. Alors que c'était juste la couverture de ce livre de mémoire, non? Oui, il y avait c'était la pas- couverture Avec une phrase d'accroche, voilà. Et ce qui se passe, c'est que Anne Hidalgo, qui a été taguée sur Instagram, répond très très rapidement. Lorsqu'on imagine qu'elle se fait taguer sur bien d'autres sujets, elle ne répond pas. Et donc directement, elle demande où sont ces affiches. Dites-nous. Et donc le lendemain, on a un adjoint à la maire qui tweet en disant que il faut faire retirer ces affiches, que c'est transphobe, complotiste et compagnie. Et donc la mairie de Paris appelle JC Decaux, l'afficheur. L'afficheur, et réussit à convaincre l'afficheur de censurer cette campagne. Et 24 heures après, les affiches sont retirées. Donc ça commence comme ça. Ils font une bêtise parce que évidemment toute la presse commence à en parler, et donc ça propulse notre livre en tête des ventes. Ça vous a rendu service. Voilà, Oui. L'avocat que j'ai à mes côtés, ça l'indigne ou pas d'entendre ça? Ou ça ne le surprend pas? Ça ne me surprend pas, oui. En fait, je me demandais quels étaient les principaux ressorts de l'hostilité très forte à votre égard. Et vous les avez résumés, c'est-à-dire que l'avatar ultime de la théorie du genre, c'est le transgenrisme, d'une part. Et par ailleurs, vous vous inscrivez dans un courant malheureusement minoritaire du féminisme. Le courant dominant, c'est un courant qui se veut universaliste, dans le sens de l'indifférenciation. Un homme est une femme est un homme. Et vous venez nous dire, non, il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des identités sexuelles qui sont en règle générale, qui correspondent en règle générale à l'identité de genre, et ça détermine un certain nombre de propos, etc. Et je suis malheureusement pas étonné que vous ayez un tel retour de bâton. Non, c'est intéressant parce que au-delà, est-ce que c'est peut-être pas votre spécialité, mais est-ce que c'est légal? Est-ce qu'on peut censurer comme ça? Juridiquement, je pense que la régie Decaux, en l'occurrence, c'est Decaux, a eu peur et s'est abrité derrière une charte pseudo-éthique. Mais à partir du moment où vous utilisez des termes incapacitants, vous dites vous êtes transphobe. Il n'y a pas de phobie. La phobie serait une peur irrationnelle qui relève de la psychiatrie. Personne n'a peur de quiconque. Vous avez d'ailleurs un témoignage d'une femme transsexuelle vraiment très émouvant dans ce livre. Donc c'est pas la question. Mais en utilisant des termes insultants, incapacitants à votre égard, effectivement, c'est facile pour JC Decaux de dire attendez, je suis désolé, mais cet annonceur ne s'est pas conformé à ma charte et donc je refuse de le diffuser. Vous êtes avocat, moi j'ai une question, une autre question. Par exemple, beaucoup de lecteurs nous témoignent du fait qu'ils se rendent parfois dans des grandes enseignes ou dans des librairies, que notre livre ne figure pas en rayon et donc ils demandent à le commander et certains libraires refusent de leur commander notre livre. Est-ce que ça c'est... Non, c'est pas illégal? Il y a une certaine liberté. Il faudrait établir que ce faisant, il y a une discrimination qui soit fondée sur une appartenance à une quelconque catégorie. Alors, je ne sais pas, féministe. Catégorie politique. Catégorie politique, effectivement. Oui, il faudrait effectivement caractériser ce refus comme caractérisant une discrimination prohibée par la loi. Ouais. Et finalement, c'est là qu'on voit, heureusement, on parlait tout à l'heure du classement sur Amazon, grâce, j'ai envie de dire, aussi aux réseaux sociaux et à ces nouveaux modes de distribution. Les libraires s'en sont beaucoup plaints, mais en tout cas, moi, j'ai envie de dire, peut-être merci aussi à ces boîtes, pour une fois qu'on les salue, c'est que finalement, vous arrivez à contourner le système, et finalement, il n'y a plus besoin tant que ça. Pour la promo, c'est vrai que ça aurait été peut-être bien les affiches, mais regardez, au final, vous êtes invités partout, on n'a jamais autant parlé de vous, c'est un bad buzz qui s'est transformé en bon buzz. Non, moi, ce que j'aimerais juste avant qu'on définisse, puisqu'on fait un peu de pédagogie en introduction de cette émission, c'est quoi l'idéologie transgenre ?
Oui, en fait, finalement, c'est la question que vous m'avez posée, que vous nous avez posée quand vous dites, bon, c'est quoi la transmania? Alors, bon, c'est vrai, on va définir ça un peu mieux. Donc, l'idéologie transgenre. Avant, on n'avait pas des personnes qui se disaient transgenres. Il y a 20-30 ans, avant, les personnes se disaient transsexuelles. Donc ça, c'était majoritairement des hommes qui passaient la cinquantaine, choisissaient de transitionner et de faire une opération dite de changement de sexe, mais bon, c'est un abus de langage, on y reviendra peut-être. On ne peut pas réellement changer de sexe, on ne peut pas changer sa génétique, ses chromosomes. On peut changer d'apparence, on peut éventuellement faire des opérations chirurgicales, mais voilà. Bref. Aujourd'hui, les personnes se disent transgenres. Et donc, pour comprendre ce qu'est le transgenrisme, il faut faire la distinction entre le sexe et le genre. Le sexe, c'est une réalité biologique déterminée. Donc ça, on explique dans notre livre, puisqu'apparemment, c'est nécessaire aujourd'hui d'expliquer la différence entre une femelle et un mâle. Bon. Voilà, vous avez le sexe, qui est cette réalité biologique, et le genre, qui correspond à... l'étiquette sociale, en fait, qui est construite sur le sexe. Donc, par exemple, le genre féminin, ça va être un ensemble de stéréotypes. C'est vrai, on peut parler de stéréotypes. Un ensemble de stéréotypes, par exemple, en termes de goût vestimentaire, de métier, les filles préfèrent le rose. Enfin, bon, voilà, ça, c'est un peu des clichés, mais voilà ce que c'est que le genre. Et donc, aujourd'hui, on a des personnes qui se disent transgenres, c'est-à-dire, pour donner un exemple, par exemple, une jeune femme... Ça veut forcément dire transsexuel, non, c'est pas forcément, hein, on est d'accord. En fait, vous pouvez être transgenre, donc vouloir changer d'étiquette sociale, de façon de vous présenter au monde, sans faire nécessairement la transition médicale. L'opération. Donc vous avez par exemple aujourd'hui des messieurs qui continuent à porter des barbes et qui se disent qu'ils sont des madames. Enfin, voilà, ça... Bon. Et dans certains pays... Voilà, Greg. Grégorite. Oui, si tu veux. Pardon, je vous ai interrompu. Oui. Et dans certains pays, ça va loin. C'est-à-dire qu'il y a certains pays comme l'Espagne, l'Allemagne, etc., qui se sont dirigés vers des politiques d'autodétermination, ce qui veut dire qu'on peut aller à la mairie et on change... En fait, les gens confondent sexe et genre, donc en fait, ils viennent changer leur sexe à la mairie sur leur état civil. Mais c'est facile, ça Oui, c'est comme une lettre à la poste. Hein. C'est vraiment, on le fait comme ça. Et puis, c'est déclaratif. Depuis 2016, on peut facilement... Non, alors depuis 2000... Alors en France, c'est pas une autodétermination totale, dans le sens où ça doit encore passer devant un juge. Mais ceci dit, il n'y a pas besoin de suivi médical en France depuis 2016. Et donc, ce qui veut dire que très concrètement, on peut être une femme à l'état civil tout en ayant un pénis. Ça, c'est totalement possible en France depuis 2016. Mais il y a des pays qui vont encore plus loin. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas besoin de passer devant un juge, c'est juste totalement déclaratif. On va à la mairie, on dit, voilà, moi je suis une femme ou moi je suis un homme, et puis on change comme ça. Il n'y a pas de suivi psy, il n'y a pas de transition médicale, on ne passe pas devant un juge, il n'y a rien en fait. C'est-à-dire que le sexe devient juste un état déclaratif, et donc nous, ça, on le... Et ça pose pas de problème. C'est plus facile finalement de changer de sexe que de changer de nom, de famille. C'est quand même... en tout cas, il y a des pays qui valident ça et il y a un lobby transgenre qui pousse ce type de loi. Et nous, c'est ça qu'on dénonce dans le livre, c'est-à-dire qu'à la base, le transsexualisme, c'était considéré comme une pathologie psychiatrique, et c'est des gens qui ressentent un véritable mal-être auquel on a du mal à répondre parce qu'il y a très peu de solutions, et du coup, parfois on en arrive aux chirurgies. Mais là, en fait, il y a une instrumentalisation en fait, d'une minorité, extrême minorité de gens qui sont véritablement malades et qui ont besoin parfois d'en arriver à des chirurgies. Et on prend ces gens-là et en fait, on en fait un projet politique qui embrigade en fait tout un tas de jeunes personnes qui ne comprennent pas très bien les tenants et les aboutissants de cette idéologie. Comment cette idéologie, elle s'est imposée en France? Vous avez une explication, vous tous, là, autour de moi? Par les États-Unis, c'est-à-dire que en réalité cette idéologie... Comme le wokisme, quoi. Oui, ça fait partie du wokisme. Hein, je veux dire, le transgenrisme, c'est juste une branche, effectivement. Et aux États-Unis, il faut comprendre que cette idéologie est hautement financée. En 2021, ça a été financé à hauteur de 36 millions qui ont été injectés. C'est les chiffres de LGBT Funders, donc un groupe de philanthropes. Et donc, en fait, ces financements vont être donnés à une nébuleuse d'ONG qui vont défendre les revendications transgenres. Donc, il y a des ONG qui vont s'occuper d'aller voir des députés, sénateurs, etc., pour faire changer les lois pour que
l'identité de genre dans les lois. Il y a d'autres ONG qui vont s'occuper plutôt de faire entrer le langage, la novlangue transgenriste dans les médias, et c'est extrêmement efficace. Il y a d'autres ONG qui vont s'occuper d'essayer de placer des personnages politiques à des rôles clés. Par exemple, Rachel Levine aux États-Unis, qui est au ministère de la Santé du gouvernement Biden, est quelqu'un qui, c'est un homme qui est devenu une femme, si on peut dire ça, et il fait la promotion des bloqueurs de puberté et de la transition des enfants au sein du gouvernement Biden. Donc en fait, cet argent-là, il est injecté par des multimillionnaires aux États-Unis qui sont idéologues et qui ont parfois transitionné eux-mêmes, et aussi par l'industrie pharmaceutique. Jérémy. Oui, en fait, en réalité, aujourd'hui en Occident, les féministes sont devenus, la nouvelle catégorie de féministes qui sont aujourd'hui majoritaires, sont devenues la pire ennemie des femmes. C'est de l'antiféminisme, c'est-à-dire qu'elles ont choisi volontairement d'abandonner la majorité des femmes en Occident au profit d'une minorité qui ne représente personne, quasiment personne dans la société, et qui est en plus néfaste. C'est-à-dire que tout est bon pour déconstruire l'homme ou la femme occidentale traditionnelle, et tout est bon pour utiliser le transgenrisme, l'identité de genre, etc. Quitte à pousser des enfants à le faire, et on l'a vu même en France, etc., dans des témoignages, ce qui est extrêmement dangereux, puisque la plupart des enfants ne se rendent absolument pas compte de ce qu'ils font. Ils peuvent changer d'avis quelques années plus tard. Mais c'est ce qu'on a vu en Suède. La Suède avait par exemple, et d'autres pays scandinaves, après la puberté, quoi. avaient décidé de légaliser justement le changement de genre pour des enfants qui, après, à l'âge adulte, soit se sont suicidés, soit sont revenus sur leurs décisions. C'est-à-dire que ça a un impact. Il y a des chiffres là-dessus, il y a des études. Oui, il y a eu des études. D'ailleurs, le gouvernement, je crois, suédois avait décidé de revenir sur cette loi. Et aux États-Unis, on observe le même phénomène. C'est-à-dire que les féministes ont choisi volontairement vous l'avez dit, dans le sport, par exemple, donc de faire la promotion justement de la participation d'hommes, femmes, qui du coup dessert la cause des femmes, puisqu'elles ne sont plus... On a vu ces images en introduction d'Arnaud Soyer, vous avez vu cette course d'athlétisme, une femme qui dépasse de 300 mètres, il se trouve que c'était une transsexuelle. Mais c'est pour ça que c'est de l'antiféminisme. C'est de l'antiféminisme parce que ce n'est pas représenter les femmes, c'est au contraire les discriminer et puis les mettre de côté. Mais ça ne passe pas que par le transgenrisme. Aujourd'hui, les féministes, par exemple, en France, ont choisi de défendre le voile, ont choisi de défendre l'islamisme, ont choisi de préfèrent défendre les transgenres plutôt que les vraies femmes. Donc, en fait, on a un choix idéologique de la part de ces féministes qui est un choix des minorités. Et je pense que la plupart des femmes aujourd'hui s'en rendent compte. C'est d'ailleurs pour ça que Sandrine Rousseau, etc., sont aujourd'hui huées dans les manifestations de vraies féministes, parce qu'elles ne représentent finalement plus les femmes, elles représentent une idéologie extrémiste et dangereuse. Et quand on voit justement, on peut t'applaudir, je me tourne à nouveau vers vous, Damien Chalamel, quand on voit justement toutes les difficultés auxquelles ont été confrontés justement Dora et Marguerite, est-ce que ça pose pas aussi un problème de liberté d'expression finalement à géométrie variable, de vitesse finalement, parce que... Bien sûr, c'est évident que les ennemis idéologiques de nos amis Dora et Marguerite... Parce qu'elles sont menacées, on l'a vu encore. Bien sûr, ne sont pas des adeptes de la liberté d'expression. Et alors, on peut se demander pourquoi. Alors, on a abordé la question des intérêts économiques, qui est quand même effectivement assez frappante. Vous avez du mal à trouver un éditeur ou pas pour ce livre ? On a eu du mal à trouver un éditeur qui nous laissait la liberté d'expression qu'on voulait avoir. C'est-à-dire qu'on aurait pu aller chez d'autres éditeurs, peut-être plus au centre, plus à gauche, mais on a vite compris qu'on serait très limité dans ce qu'on pourrait dire. Donc on a fait le choix d'une maison d'édition plus à droite, mais on a eu un coup de cœur avec Laura Magnier, qui est la femme qui dirige cette maison d'édition, qui a cet esprit très libre, et c'est dans cet esprit-là que vous l'avez dit plus à droite, justement. Alors il y a une question que j'ai envie de vous poser quand même. On demande souvent d'où parles-tu, camarade, Est-ce que vous avez des engagements politiques au-delà de... vous pourriez, il n'y a rien de condamnable à ça, mais je veux dire, d'où parlez-vous finalement ? Est-ce que vous êtes... Nous, on vient de la gauche à la base, surtout Marguerite plus que moi, qui est encore plus parce qu'elle était très marquée à gauche. Moi, je venais plus du monde du lifestyle, de la mode, etc. à la base. Donc, c'est marqué à gauche, mais un peu par défaut, on va dire. Donc, j'avais pas le même engagement politique qu'elle, mais toujours est-il qu'on était invité dans des médias à gauche. C'est l'éditeur de Laurent Berton, c'est ça ? Oui, exactement. Et nous, on a fait tout un cheminement, c'est-à-dire que de la même façon dont on nous a mis des étiquettes transphobes, TERF, etc., on a commencé à réfléchir
réfléchir aux étiquettes qu'on posait sur les autres, notamment sur les gens, on dit masculinistes, extrême droite, etc. Et une fois qu'on a reçu, nous, des étiquettes finalement un peu similaires... Vous êtes taxé d'extrémiste de droite maintenant ? Ah bah oui, tous les jours. Extrême droite, nazi, ça va jusqu'à Dora Muto et la fille d'Hitler, enfin bon, des trucs... voilà, dès que vous sortez de l'idéologie woke, maintenant vous êtes fasciste, de oui, toute façon. Fasciste. Donc c'est... Voilà. Et du coup, nous, on a déconstruit un peu aussi ces étiquettes sur d'autres gens. Et puis on s'est intéressé plus profondément à leur travail. Et puis on s'est rendu compte que finalement, ils n'étaient pas si diaboliques que ça. Mais ce qui est drôle, je trouve, c'est que c'est vraiment l'inversion des valeurs, parce que traiter votre travail ou les gens de droite de fascistes, alors qu'en réalité, ce sont les woke aujourd'hui qui utilisent des procédés fascistes. C'est le wokisme qui veut censurer, qui veut réécrire l'histoire, qui veut réécrire la culture, qui utilise des procédés qui sont des procédés purement fascistes. Et donc c'est facile en effet d'accuser son adversaire de fascisme alors qu'on l'est soi-même, que ce soit les antifas aujourd'hui en France, les antifas ont des procédés ultra-violents, etc. Et c'est donc l'inversion. Et en effet, quand on défend les femmes aujourd'hui en 2024, on ne peut plus être de gauche. Puisque être de gauche signifie être contre les femmes. Donc quand les anciennes féministes des années 70, 80, qui étaient marquées à gauche, aujourd'hui sont obligées d'être à droite, parce que c'est le seul courant politique où on défend encore ce que c'est qu'être une vraie femme, une femme. Après, il existe quand même des femmes qui ont les mêmes opinions que nous et qui continuent à se revendiquer à gauche. Donc il y en a une minorité, il y a J.K. Rowling par exemple. Oui, mais pour la gauche, ils ne sont plus à gauche pour les autres. Oui. C'est-à-dire qu'elles se revendiquent, mais elles ne sont plus adoubées par le camp politique. Non. Le camp politique les rejette. J.K. Rowling a été rejetée et taxée d'extrême droite. C'est terminé pour elle. Mais il y a des femmes quand même qui continuent à être très attachées à cette étiquette de gauche et qui justement nous jugent beaucoup parce que selon elles, on est passé trop à droite et on l'assume, quoi. Et est-ce que vous avez eu par exemple des contacts avec Sylviane Agacinski, qui est pour moi l'archétype d'une authentique féministe, que j'aurais plutôt tendance à mettre dans votre camp, entre guillemets, c'est-à-dire un féminisme différentialiste Non, mais on aimerait beaucoup si elle veut nous contacter. Et qui fait l'objet de procès d'intention et qui fait face aux mêmes méthodes de Nervi quand elle veut prendre la parole. Oui, ça a été une des premières à en souffrir, très clairement, oui. Greg Tabillon, je te trouve bien silencieux, toi, aujourd'hui. Il y a un truc que je capte pas, c'est que vous aviez l'air de dire que vous avez écrit le bouquin pour que votre pensée ne soit plus caricaturée ou ne soit plus comprise pour ce qu'elle n'est pas, et aborder la question pourquoi utiliser un personnage fictif qui, en plus de ça, est une caricature. Vraiment, enfin, je ne crois même pas que le cas existe, tellement ça doit patchworker de choses. Le cas existe. Dans toutes ces perversions, toutes ça. Alors on va peut-être expliquer pour les gens qui nous regardent. Pourquoi faire un truc alors que vous savez que le piège, c'est d'être accusé de tomber dans le cliché, dans le stéréotype. Et le personnage principal, c'est un cliché et un stéréotype. C'est ça. Alors, moi, je voudrais juste... Et qui en plus n'existe pas. Je voudrais juste expliquer donc, pour les gens qui nous regardent ce que c'est que cette histoire. Donc, il se trouve que ce livre est un livre assez dense, dans lequel il y a beaucoup d'informations, qui est assez... je ne vais pas dire indigeste parce que voilà, mais il est lourd en informations. Nous-mêmes, quand on le relit, on se dit bon, c'est dense. Et donc en fait, nous, notre ambition avec ce livre, c'était de faire un livre grand public qui puisse parler à tout le monde, parce qu'on s'est rendu compte du fait que nous, on a lu à peu près toute la littérature qui est sortie sur le sujet en France, et on s'est rendu compte du fait que ça s'adressait pas au grand public, qu'il fallait déjà être un peu éduqué entre guillemets sur le sujet pour vraiment rentrer dans ces livres. Et donc, nous, on estime que c'était urgent de faire un livre grand public sur le sujet, parce qu'il faut que le grand public s'informe absolument. Il faut que les parents, surtout, s'informent sur le sujet, prennent conscience de certaines dérives très graves qu'on pointe. Donc, on avait envie d'alléger un petit peu la masse de ces informations-là. Avec un récit fictif. Donc, en effet, le livre est construit de telle sorte qu'il y a une trame narrative tout au long du livre, avec une mini-fiction d'un personnage qui, on le dit en préambule, s'appelle Robert, qui a 65 ans, travaille dans le domaine des assurances, et qui décide d'annoncer à sa femme Chantal que finalement, il va devenir une femme trans, et que cette femme-là, et donc qu'il s'appellera Catherine. Voilà. Cet archétype est inspiré de faits réels.
Et d'ailleurs, on le démontre en fait tout au long de notre livre. En fait, des personnages similaires à Robert font le même type d'acte que Robert. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des hommes trans féminins, on ne les appelle pas femmes trans, enfin, on considère quoi, donc, ce sont des hommes qui veulent se travestir en femmes, qui, comme Robert, vont se masturber dans les toilettes des femmes, qui, comme Robert, vont gagner des compétitions sportives de femmes, qui, comme Robert, essayent d'embrigader des ados sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, on donne le témoignage, par exemple, d'une jeune femme dans notre livre qui s'appelle Esther, qui a été complètement embrigadée sur un forum Discord par des hommes qui avaient, des adultes, des hommes adultes qui se travestissaient. Voilà. Donc, ce type de personnage existe. Et alors, c'est vrai qu'on nous dit souvent, mais vous avez été dur avec ce Robert, c'est une caricature, est-ce que vous aviez besoin de vous moquer comme ça ? Eh bien, écoutez, en fait, nous, on a souffert de ce type de personnage. On a souffert, premièrement, d'être caricaturés par ces gens-là. C'est-à-dire que nous, quand on voit des Robert qui se mettent des barésilles et du rouge à lèvres et qui disent « Voilà, maintenant, je suis une femme, c'est ça que d'être une femme », désolé, mais nous, en tant que femmes, en fait, on se sent caricaturés, on se sent moqués par ces personnes-là, de la même façon qu'une personne noire pourrait se sentir caricaturée par une personne qui fait un blackface, c'est-à-dire qui décide de se mettre de la peinture noire sur le visage et de dire « c'est ça que d'être noir ». Je suis désolée, moi, en tant que femme, en fait, je le prends mal, ce type de comportement. Moi, en tant que femme, il y a plein de types de comportements de ces individus-là que je prends mal et qui, j'estime, en fait, mettent à mal mes droits. Et donc, notre réponse, c'est pas l'insulte, c'est pas la haine, c'est simplement la caricature. Et je pense qu'on a le droit, juste pour terminer... Droits, mais en quoi ça met à mal vos droits ? Là, je pose la question un peu... En quoi ça met à mal nos droits ? Je voudrais y revenir après, parce que c'est un très vaste sujet. En quoi est-ce que ça met à mal les droits des femmes ? Ces comportements-là. Mais juste pour terminer sur l'aspect caricature, je pense que ça fait aussi partie de l'esprit français. Moi, je suis une femme de la génération Charlie Hebdo, mais je veux dire des vrais, en fait, qui a toujours soutenu Charlie Hebdo. Et pour moi, le droit à la caricature en France, il est essentiel. Et le sujet du transgenrisme, c'est un sujet qui touche à la liberté d'expression. Voilà, aujourd'hui, on n'a plus le droit de dire qu'une femme est une femelle. On n'a plus le droit d'énoncer un certain nombre de réalités biologiques. Et donc, il me semble qu'il y a un enjeu essentiel de liberté d'expression. Et nous, la liberté d'expression, on a fait le choix de la pousser jusqu'au bout. Et oui, d'oser la caricature, c'est notre droit. Nous sommes en France, nous y avons droit. Et pour revenir donc sur l'aspect en quoi est-ce que ça met à mal les droits des femmes, toute cette idéologie, donc on l'explique dans la première partie du livre. Il y a la question des espaces réservés aux femmes, où donc certains hommes qui se disent femmes vont avoir accès. Et donc on cite dans notre livre plein d'exemples outre-Atlantique où des hommes sont emprisonnés dans des prisons pour femmes et violent leurs codétenus. On cite l'exemple des sports où, à l'heure actuelle, il y a plus de 600 hommes qui se disent femmes qui ont remporté des compétitions sportives de femmes. Mais où vit-on ? Il y a des hommes qui accèdent aussi aux vestiaires ou aux toilettes des femmes et qui en profitent pour commettre des agressions sexuelles. Alors soit ce sont de vrais trans, soit l'idéologie transgenre peut aussi être instrumentalisée par certains hommes qui ne sont pas du tout trans et qui en profitent en fait pour aller agresser des femmes dans les espaces qui leur sont réservés. Et puis enfin, pourquoi est-ce que c'est un sujet féministe important pour les femmes ? Simplement parce qu'aujourd'hui, la population qui transitionne, ce sont majoritairement des femmes. Aujourd'hui, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, dans l'unité hospitalière... Qui transitionnent, c'est-à-dire des hommes qui deviennent... Des femmes, ce sont des femmes qui veulent devenir des hommes. Et donc, ça pose un problème de santé publique pour les femmes. Je donne juste un statistique, mais il est révélateur de plein d'autres... de toutes les autres unités hospitalières qui font transitionner les jeunes personnes. Aujourd'hui, dans l'unité hospitalière de la Pitié-Salpêtrière qui accueille les moins de 20 ans qui veulent transitionner, la patientèle est composée à 68% d'adolescentes et de jeunes femmes. Et donc... On explique comment ça se passe, une femme qui devient un homme Eh bien justement, il y a un énorme enjeu de santé pour ces jeunes femmes, puisque malheureusement... Quand ces jeunes femmes prennent de la testostérone, les effets sur leur corps, la barbe, c'est ça. Voilà, les effets sur leur corps vont être dramatiques, beaucoup plus dramatiques que quand ce sont des hommes qui font la transition, pour devenir
femmes entre guillemets, qui prennent des œstrogènes. Ces jeunes femmes vont avoir des conséquences irréversibles sur leur santé. Quand vous prenez de la testostérone, vous avez donc le développement d'une pilosité faciale au bout de quelques mois. Et donc, si ces jeunes femmes décident d'arrêter de transitionner, et il y a de plus en plus de cas de jeunes femmes qui se rendent compte qu'elles ont fait une erreur et qui décident d'arrêter leur transition, eh bien, la pilosité va rester et il va falloir faire des épilations au laser qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale pour enlever ça. Quand vous prenez de la testostérone et que vous êtes une femme, vous avez aussi ces délicat, dramatique, il faut en parler, des répercussions au niveau génital, en fait, avec une hypertrophie du clitoris, une rétractation... Ça, on recrée un pénis artificiel, c'est ça? Ça peut ressembler vite fait à un micro-pénis, mais c'est pas quand même la même chose. Une rétractation des gonades internes. On a interrogé dans notre livre une jeune femme qui s'appelle Prisha Mosley, qui est une jeune femme qui a voulu transitionner à partir de ses 17 ans, qui aujourd'hui en a 25 et qui décrit l'effet de la testostérone sur son corps comme une véritable mutilation sexuelle. Pourtant, cette jeune femme n'est pas allée jusqu'à l'opération dite de réassignation sexuelle, mais rien que le fait de prendre de la testostérone, elle décrit ça comme une mutilation sexuelle. Voilà, donc des effets, il y en a plein d'autres, risque de cancer extrêmement accru de l'utérus, à tel point qu'on vous recommande l'ablation de ces organes, changement de la voix irréversible, etc. Donc il y a un vrai enjeu de santé publique pour les femmes, avec un phénomène vraiment qu'on décrit dans notre livre et qui est... dont il faut parler aussi, un véritable embrigadement sur les réseaux sociaux, un phénomène de contagion sociale. Vous expliquez aussi dans votre livre que le transgenreisme est devenu un business. Vous pouvez nous expliquer ça ? Oui, le transgenreisme est un gros business, c'est-à-dire qu'il y aurait 1,6 milliard, le marché de la transition hormonale représenterait 1,6 milliard de dollars. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça fait beaucoup d'argent et aujourd'hui... C'est remboursé, là Alors, oui, mais alors ça, c'est plutôt sur le marché américain. On a très peu de chiffres sur le marché français. En France, ça effectivement... coûte combien, tiens, concrètement, pardon de poser cette question, mais... Un homme qui veut devenir une femme ou une femme qui veut devenir un homme, ça coûte combien? Alors, un homme, sur le marché français, quand c'est fait par l'hôpital public, un homme qui veut devenir une femme, on a calculé que ça coûte à peu près 100 000 €. Pour une femme qui devient un homme, on s'est compris, 40 000 €. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses qui sont prises en compte parce que c'est un parcours avec énormément de chirurgie. Alors, il y a les hormones croisées qui sont prises en compte. Il y a aussi la chirurgie de réassignation sexuelle, donc phalloplastie ou vaginoplastie. L'assurance maladie verse un panier de 27 000 € pour ces chirurgies-là en particulier. Il y a toutes les chirurgies du visage, féminisation, masculinisation du visage. Il y a ensuite mammectomie ou l'inverse, plutôt se mettre des seins si on est un homme. Il y a aussi tout ce qui est de l'ordre de perruque, calvitie, etc. Parce que souvent les hommes n'ont pas la chevelure qu'il faudrait. Il y a les opérations pour raboter la pomme d'Adam, il y a les opérations pour changer changer le son des cordes vocales, et puis il y a les épilations intégrales pour ces messieurs qui veulent devenir des femmes remboursées. Remboursées. Oui, remboursées. Par contre, on rembourse toujours pas ni les lunettes ni les dents. Hein. Oui, voilà. Donc en fait, ça coûte très cher à la sécurité sociale et il y a de plus en plus de personnes qui veulent transitionner. Mais là où on trouve qu'il y a un paradoxe dont il faut discuter, c'est-à-dire que si on dit que ces personnes sont malades, ok, dans ce cas-là, on doit accepter que comme pour n'importe quelle maladie, il faut effectivement rembourser ce qui peut les aider. Mais là, depuis 2010, on estime que le transgenrisme ou la transsexualité, ça n'est plus une maladie psychiatrique. Donc à ce moment-là, si on estime que c'est juste un état d'être, que c'est un lifestyle, eh bien très bien. Dans ce cas-là, ça n'a pas à être remboursé. C'est juste qu'il faut être aligné. Et là, il y a une sorte de paradoxe qui nous semble important de pointer. Bien. Moi, j'ai une question. La plupart des cas que vous avez étudiés de transgenrisme, si je comprends bien, si je vous suis bien, et là, je parle des hommes au départ, des Robert. En réalité, ils ne vont pas jusqu'au bout du transsexualisme. Ils restent transgenres, c'est-à-dire en réalité... Travesti, quoi. Oui, mais sauf que la différence, c'est qu'ils peuvent acquérir un état civil, justement, juridiquement... Sans avoir eu l'opération. Exactement, mais si je comprends bien, la plupart de ces hommes transféminins
ne vont pas jusqu'au bout. Ça dépend. En fait, ils vont souvent à moitié. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui vont s'habiller comme des femmes, etc. Ils vont faire l'opération au niveau de la poitrine, c'est-à-dire qu'ils vont se rajouter des faux seins. C'est vrai qu'il y en a un certain nombre qui ne veulent pas aller jusqu'à la vaginoplastie, parce que bon, c'est quand même une sacrée opération. Faut avoir envie, quoi. C'est l'hypocrisie. Non, mais c'est ce que vous disiez entre le lifestyle et la maladie. Parce qu'à côté de ça, là, vous avez le témoignage de Madeleine, là, oui. Qui est extrêmement touchant, oui. Qui est une transsexuelle. Une véritable transsexuelle, mais qui est contre les transgenres, qui, oui. Elle, décrit son parcours qui est manifestement, ça relève du pathologique. Elle a énormément souffert. C'est devenu une vraie femme, enfin, en tous les cas, en apparence. Bon. D'un point de vue chromosomique, elle est ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'il n'y a que deux sexes. Vous rejetez ça, vous ne voulez pas dire femme. Il y a XX, XY, transitionné. Sauf... Voilà. Toi, je te sens, oui, alors, vous réfutez. Donc pour revenir sur Madeleine, puis après on pourra discuter de la définition de ce qu'est une femme. Et voilà. Pour revenir sur Madeleine, en effet, c'est une personne... honnêtement, c'est une personne qui nous a beaucoup impressionnés par son courage, de nous faire confiance pour nous livrer ce témoignage et par sa lucidité sur elle-même. Donc c'est un homme, moi quand je l'ai rencontré, voilà, c'est quelqu'un qui s'est présenté à moi en me disant voilà, je suis un homme qui a certaines déviances. Et donc c'est quelqu'un qui en effet a fait une transition médicale et qui aujourd'hui se présente au monde en tant que femme, et donc c'est quelqu'un avec qui d'ailleurs on dialogue si ce n'est tous les jours, enfin au moins plusieurs fois par semaine avec Dora, et quelqu'un à qui évidemment on s'adresse au féminin parce que c'est vrai que dans notre vision on la voit ni totalement comme une femme ni totalement comme un homme non plus, c'est vrai. Et Madeleine, pourquoi est-ce que son témoignage nous a beaucoup intéressés et pourquoi on veut que le public entende sa voix, c'est parce que c'est quelqu'un qui donc souffre de dysphorie de genre. Donc la dysphorie de genre, c'est cette sensation d'être né dans le mauvais corps. Depuis vraiment son enfance, voilà, c'était un petit garçon qui voulait être une fille, qui pensait qu'il n'était pas dans le bon corps. Et c'est quelqu'un qui a tenté de trouver des réponses médicales, qui allait voir des psys, qui a voulu essayer de finalement soigner cette dysphorie de genre par la parole. Malheureusement, la réponse du corps médical n'a pas été à la hauteur. C'est ce que cette personne estime en tous les cas. Et c'est quelqu'un qui, finalement, a pris la décision à ses 35 ans de commencer une transition médicale, d'abord avec la prise d'hormones, puis ensuite avec l'opération dite de réassignation sexuelle, donc qui allait se faire opérer pour une vaginoplastie au GRS de Montréal. La vaginoplastie, c'est donc une opération qui consiste en l'ablation du sexe masculin pour recréer un simulacre du sexe féminin qui ressemblera en apparence un peu au sexe d'une femme, mais qui n'aura pas tout à fait les mêmes fonctions, enfin même pas du tout les mêmes fonctions. Et donc c'est quelqu'un qui nous dit voilà, finalement, maintenant je vais mieux quand même, maintenant que j'ai fait cette transition médicale, mais attention, il faut prendre le temps, parce que c'est irréversible. Et puis aussi, il faut prendre le temps, en fait, il faut préparer tout ça, parce que une fois que vous faites cette opération, faut vous habituer à quand même un nouvel état corporel, et c'est pas rien dans une vie, et donc ça se prépare aussi, voilà. Et donc c'est quelqu'un qui, c'est une personne transsexuelle qui nous dit aussi, mais en fait, moi, j'en peux plus de l'idéologie de transgenre parce que j'en peux plus d'être caricaturée. Je n'en peux plus qu'on banalise finalement le trouble dont je souffre, et j'aimerais bien qu'il soit mieux étudié médicalement, et j'aurais bien aimé que la recherche médicale mette des moyens pour me proposer autre chose que l'ablation du sexe, parce que Madeleine est très lucide et nous parle elle-même de mutilation ou d'ablation du sexe. Donc c'est quelqu'un qui aussi a pu observer toutes les dérives sectaires, d'embrigadement à l'intérieur de ces milieux-là, qui a pu observer le fait que plein d'autres personnes disent souffrir de dysphorie de genre, mais qui en fait... Madeleine, elle pense que pour beaucoup de personnes, c'est juste une mode, en fait. C'est un phénomène
Voilà, dès que vous vous dites trans, vous êtes célébré, vous êtes à la mode, voilà. Madeleine ne se reconnaît pas du tout, en fait, dans toute cette population-là. Et sa voix, aujourd'hui... Le trans, c'est à la mode aujourd'hui, c'est ça que vous dites. Oui, et les voix de personnes comme Madeleine, en fait, aujourd'hui, sont pas entendues, quoi. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire que la folie, en fait, transmania, exactement comme la nouvelle idéologie des féministes a abandonné les femmes, cette idéologie extrémiste, cette folie, abandonne les gens qui sont réellement malades. C'est-à-dire qu'il y a des gens, en effet, comme cette dame, qui sont malades, mais ils représentent une personne sur 10 millions. Mais là, vous savez que ça va choquer beaucoup. Je vois Greg qui semble mettre en désaccord. Ok, on a compris depuis le début, et je suis d'accord qu'en gros, il y a 4 problèmes, quoi. Par rapport à ce mouvement, il y a un problème de censure, même si bon, ça marche pas trop. En tout cas, quand Amazon suit derrière, finalement, ça crée l'inverse. Enfin, l'inverse de ce que ça devait. Toute catégorie mais bon, c'est pas la Amazon. première fois que ça se retourne contre ce genre de militants, et ils ont toujours pas compris qu'en règle générale, ça se retourne contre eux. Bon, le problème de censure, ok. Il y a un problème effectivement de mise en danger physique ou professionnelle des femmes. C'est-à-dire quand elles vont être, même au-delà du sport, dans un domaine d'activité où on va dire les traits classiques, des attributs masculins classiques, les mettre dans une situation de désavantage, que ce soit le sport, on pourrait imaginer d'autres choses, ça va poser un problème. Mise en danger des enfants, on va entendre quand même certaines... C'est encore un autre truc. Il y a effectivement un problème, quelque part, de propagande. Puisque quand on voit le nombre de gens... Tu regardes un lycée, une salle de lycée, tu as un tiers des gosses, ils ne savent pas si... Ça a toujours existé, mais l'explosion des proportions n'est pas quelque chose, on va dire, de naturel, quoi, dans le sens socialement naturel. Minoritaire, donc... ça nécessite en si peu de temps et aussi vite... C'est minoritaire, oui. C'est extrêmement minoritaire. Avant, ça représente normalement, je veux dire, la pathologie en tant que telle... Oui, mais justement. Ça représente 0,0... Non, moi, je veux valider ce que vous dites là. C'est vrai que dans certaines classes, aujourd'hui, on parle de véritables clusters. Enfin, il y a beaucoup de classes genre de 20 élèves. Sur 20 élèves, vous allez avoir 5-6 filles qui se déclarent trans. Ceux qui ont été dans le truc. 4e sujet, qui est un sujet... Bah non. Qui est important, c'est le sujet du business qu'il y a autour de ça. C'est-à-dire, j'étais pendant très longtemps avec une psychologue, je peux vous dire que les psys de complaisance sur des petits groupes Facebook, des fois, les gens ne viennent même pas à la consultation, dysphorie de genre, c'est tamponné, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un énorme business qui se fait. Et qui finance ce lobby? Tout à l'heure, Dora, vous l'avez dit, c'est des groupes... Certains milliardaires américains qui ont injecté beaucoup... Donc tout vient des États-Unis, vraiment là-dessus. Oui, il y a des financements publics après en France avec des subventions de la mairie de voilà, Paris, de la DILCRA et de l'Île-de-France. Mais ça reste des financements relativement petits comparés à l'investissement américain. Une fois qu'on a mis tous ces problèmes-là qu'on a identifiés derrière, ce qui fait qu'on pourrait, déjà critiquer ce truc-là pour beaucoup de gens qui sont politiquement très engagés, donc de très mauvaise foi, ce sera être transphobe. Mais non, si on a du bon sens, ça ne l'est pas. Pourquoi est-ce que c'est pas à cause de ça que vous, intellectuellement, ne considérez pas qu'une femme qui se définisse comme homme puisse être un homme autrement que par caprice ou par maladie? J'ai l'impression que vous ne concevez pas. Alors ça veut dire quoi, être une femme ou un homme? J'ai l'impression que vous ne concevez pas que les seules explications à cet écart entre corps et assignation, c'est soit un caprice, un effet de mode, quelque chose qui est donc pas forcément du pensé ou du rationnel, ou la bonne vieille dysphorie de genre. Non, pas Je du connais tout. des gens qui sont transgenres et qui ne souffrent pas de dysphorie de genre, en fait. Et alors, soit c'est un choix de vie, c'est-à-dire pas transitionner souvent, c'est un lifestyle. Enfin, au niveau sexuel. Oui. Soit c'est un lifestyle et on en parle. Il y a certains hommes qui transitionnent. Ils se font appeler les transmaxeurs. Ce sont des hommes qui choisissent de façon tout à fait rationnelle de devenir des femmes parce qu'ils se sentent pas bien en tant qu'hommes. Ils estiment qu'ils vont jamais atteindre un stade de masculinité ou virilité qui vont leur permettre une vie satisfaisante et ils estiment que la vie de femme est une vie plus intéressante. Ensuite, nous parlons d'autre chose. Nous parlons aussi du fait que on peut poser la question aujourd'hui si les perturbateurs endocriniens ne seraient pas une des conséquences pour lesquelles les gens ont envie de transitionner. Parce qu'on sait aujourd'hui que sur certains animaux, les perturbateurs endocriniens ont des conséquences qui font que des grenouilles femelles deviennent mâles ou vice-versa. Il y a des poissons intersexes. Il y a un certain nombre d'hommes qui naissent intersexes avec des micro-pénis, avec ils ont des petits seins qui poussent, etc. Et de toute façon, on le sait, c'est pour ça que le bisphénol A a été interdit dans les biberons, etc. Il y a une forme d'œstrogénisation, Ce qui d'ailleurs serait souvent un problème, parce que quand ils naissent avec les deux appareils, on tire à pile ou face, hein.
Ce qu'on demande aux parents, c'est garçon ou c'est fille? Et une fois sur deux, tu te plantes. Statistiquement, à l'intérieur, au niveau tu te plantes une fois sur deux. Oui, pour les personnes intersexes. Bah ouais. Et du coup, on devrait... Tout à Ce l'heure. que je veux dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi. Est-ce que derrière ça, si on enlève de côté tous les problèmes que ce mouvement crée à la société, est-ce qu'il y a un problème éthique, un problème moral, de rapport, je sais pas, à la nature, qui fait que vous ne concevez pas que cette personne... Enfin, à quel moment doit-on dire la science n'a pas le droit de nous aider? La science, elle va m'aider là à pas crever du premier rhume des foins demain, elle va m'aider à ne pas crever de maladie qui m'aurait tué il y a encore 30 ans. Elle me permet de m'affirmer à quel moment la science doit dire ah bah non là qu'est-ce qu'il y a par là parce que vous venez de nous dire que justement les gens n'étaient pas malades et vous nous dites cette science va aider des gens qui sont prêts à se suicider ou à se flinguer ou je ne sais quoi. Donc nous on dit oui, si les gens sont extrêmement malades et qu'il n'y a pas d'autre solution, oui, laissons-les transitionner parce que de toute façon on est face à un mur. Mais si c'est un lifestyle, eh bien non, on voit bien que ce lifestyle crée des problèmes, en tout cas pour les femmes. C'est-à-dire que... un lifestyle. Alors, c'est quoi? Dites-nous, c'est quoi, alors? Parce que là, j'arrive pas à comprendre. Ce qui te dérange, c'est que tu as l'impression que Dora et Marguerite ne reconnaissent pas à certaines personnes d'être intérieurement vraiment du sexe opposé et vouloir faire quelque cette chose du transition. domaine de la morale, ce qui empêche de le faire, une fois qu'on a isolé tous les problèmes. Oui, moi, j'ai du mal un peu à comprendre le fond de la question. En quoi c'est grave, en fait? En quoi est-ce que c'est grave de transitionner? Parce que, en fait, c'est grave. Ça ne pose aucun des problèmes soulevés. En fait, c'est grave à deux niveaux. C'est grave sociétalement, parce que, civilisationnellement, en fait. Et puis, c'est grave, parce que si on considère que le sexe est un construit social, que le sexe, finalement, n'existe pas, que tout est flou et relatif, et que, finalement, notre propre nature intérieure, on en fait fi, alors on prône une déconnexion du monde totale. Et nous, en un sens, on est féministes conservatrices, féministes matérialistes, c'est-à-dire que nous, on pense que le réel existe, on pense que la Terre est ronde, on pense que la loi de la gravité, c'est quelque chose, et on pense que la sexuation aussi. Et donc, avoir la prétention de vivre en dehors de ce monde matériel qui existe, c'est vivre dans une illusion. Je vais poser une question qui sera très vicieuse. Demain, la science permet, c'est la petite, de braver le plus grand interdit. Demain, hop, un cacheton, tu ne vieilliras plus, tu ne mourras plus. Tu le prends pas? Au nom du réel, du monde, de la science? Non, je ne le prends pas. Non. Ah non, franchement, je ne le prends pas. Mais si certains veulent le prendre, est-ce qu'ils ont le droit ou pas? Non, nous, en fait, on parle dans notre livre, justement, et c'est le dernier chapitre, il y a une ouverture sur la question du transhumanisme. Et donc, c'est vrai que le transgenrisme, c'est-à-dire l'effacement du sexe ou le fait qu'on puisse reconstruire le sexe à l'envie, finalement, pour nous, c'est la première étape d'un projet transhumaniste. Et alors, on le dit en conclusion, voilà, nous sommes peut-être un brin éprise de la vie dans son état intouché, mais nous, cette vie, cette nature, avec les limites qu'elle nous impose, finalement, on pense que... En fait, on pense que l'être humain est déjà allé trop loin là-dedans, qu'on a peut-être créé trop de catastrophes écologiques. Et vous n'avez pas le sentiment de blesser, je voudrais juste terminer, qu'on a peut-être trop voulu se comporter comme René Descartes le professait, comme maître et possesseur de la nature, qu'on a peut-être trop voulu se prendre pour Dieu, parce que finalement, prôner le fait qu'on puisse utiliser la science comme ça pour changer le sexe des individus, c'est quelque part se prendre pour le Dieu créateur. Peut-être que c'est le départ aussi d'une nouvelle religion, et peut-être que c'est aussi le déplacement ultime de la figure de Dieu, et je vais m'expliquer là-dessus. En fait, les premières religions étaient des religions animistes, où on plaçait Dieu en toute chose. On plaçait Dieu en toute chose, et puis on a ensuite déplacé la figure de Dieu dans les religions polythéistes. Donc Dieu est devenu une figure qui représente la fécondité, la rivière, etc., etc. On a ensuite déplacé la figure de Dieu, donc avec les monothéismes, dans des figures uniques. Puis, en fait, il y a peut-être eu un petit passage où on a mis Dieu dans l'État. Bon, ça, c'est... Voilà. Et puis, peut-être que ce glissement ultime vers le transhumanisme est un
ultime déplacement de la figure de Dieu. Finalement, aujourd'hui, on voudrait que, on se dit, avec le transhumanisme, Dieu, c'est moi. Je suis omnipotent, je suis tout-puissant, je peux changer les choses à l'envi. Et nous, en fait, on pense que tout ce que pourra inventer l'être humain sera toujours infiniment plus restreint, sera toujours infiniment plus merdique que ce que la nature fait. On a essayé de le faire, ça a conduit à des catastrophes écologiques. Peut-être qu'il faut préserver la part de mystère, la part d'inconnu qu'il reste. Peut-être qu'il faut accepter les limites. Et dans ce sens-là, l'idéologie transgenre représente une forme de haine de soi, puisqu'on rejette sa propre nature, sa nature intérieure, au lieu de l'accepter. Nous sommes pour l'acceptation de cette nature. C'est quand même quelques personnes qui peuvent, de manière sincère, dire que voilà, la démarche comme celle que vous faites, ça atteint leurs droits, en tout cas. Ça... On réplique souvent aux journalistes de Charlie Hebdo, mais vous n'avez pas, vous ne pensez pas que vous avez blessé des musulmans. Ils ont le droit au blasphème, ils ont le droit de critiquer une idéologie. Nous critiquons une idéologie et nous ne critiquons pas des personnes. Je ne ferai pas forcément, moi, le lien entre le transgenrisme et le transhumanisme. Après, tout dépend de ce que vous mettez dans la catégorie transhumanisme. Faisons le lien. Oui, Ce sont oui, des non, mais transgenristes certains, eux-mêmes. oui, tout à fait. Voilà, c'est eux qui font le lien. Après, je ne ferai pas de lien entre augmenter l'espérance de vie et nier un fait réel qui est la biologie, en fait, et le sexe. Greg disait tout à l'heure que vous avez caricaturé le transgenrisme avec Robert. Au contraire, moi, je trouve... Non, mais un exemple fictif et caricatural de leur aveu propre. Non, je trouve au contraire qu'elles ont été très gentilles, parce que la caricature, c'est pas ça. Il y a des gens aujourd'hui qui se disent je m'identifie comme étant une table, comme étant une chèvre et comme étant donc ça mais bien sûr que si mais non il y a des mouvements de gens oui il y a des mouvements de gens qui se disent je m'identifie en loup, je fais partie d'une meute de loups donc je suis un loup mais oui voilà donc ça c'est la dérive et elles ont été très gentilles parce que ça pousse à ça et donc en effet ça pose un problème civilisationnel là je vous rejoins totalement parce que si on nie en fait ce qu'on est, si on nie notre place dans la société, si on commence à dire le mardi je suis une table, le mercredi je suis une échelle, et puis après je suis un verre. Là-dedans, moi c'est ce que j'aimerais vous mais parce que c'est ça en fait la réalité. Qu'est-ce qui vous irrite autant ? Dans quoi ? Dans ce qu'on dit là, je sens une petite irritation de votre part. Du coup, on veut savoir qu'est-ce qui vous touche autant. C'est pas que ça me touche pas au niveau de l'affect du tout. Si, parce que là... Qu'est-ce qui vous dérange en tous les cas ? Quelles sont les objections ? Mais non, j'ai envie de savoir justement à quel moment, si derrière, à quel moment vous estimez que la science doit s'arrêter du point de vue moral ? Ce qui est quand même une question de philosophie politique à laquelle on est confronté depuis tout le temps. On est contre la GPA, il y a plein d'autres choses. Est-ce que moi qui veux un enfant, je dois me dire, ah ben non, c'est pas au rôle quand même du médecin qui lui fait prendre des aides médicales pour qu'on puisse avoir cette chance de le faire. À quel moment ça s'arrête ? Parce que quand ça nous arrange le truc, en fait on y va. Je l'ai vu derrière Martial, il l'apprend, la pilule qui fait vivre 200 ans. J'ai une question. Il l'apprend. J'ai une question. J'ai une question, une simple question. Ouais. Aujourd'hui, il y a un mouvement de personnes qui se disent, des personnes qui naissent voyantes et qui voudraient se faire crever les yeux parce que ces personnes-là voudraient devenir aveugles. Faites vos recherches sur Internet, il y a beaucoup de personnes comme ça. Est-ce que vous trouvez ça éthique ? Est-ce que vous trouvez ça éthique que des médecins acceptent de procéder à l'ablation de leurs yeux. Alors pourquoi est-ce éthique de procéder à l'ablation du sexe ? Parce qu'en fait, vous pouvez quand même avoir une identité, vous pouvez vous sentir. Je conçois que quelqu'un puisse se dire, putain, j'ai jamais été, et j'en connais, je suis désolé, des gens qui n'ont jamais été, ça se voyait depuis qu'ils avaient 3 ans qu'ils n'étaient pas dans le bon corps, ça se voyait. Mais des gens qui se disent, je me suis toujours identifié comme non-voyant, c'est un délire pour moi qui n'est pas comparable. Quelle est la différence entre les deux ? C'est que vous avez des gens qui peuvent... je n'ai jamais vu de gens qui se disent « je m'identifie aveugle ». C'est parce que vous ne les connaissez pas qu'ils n'existent pas. Ça existe exactement comme ceux qui s'identifient comme étant une table. C'est-à-dire que si on ouvre cette porte-là, on ouvre la porte en fait... C'est-à-dire que derrière, il y a une littérature d'un médecin qui réellement, sans que ça passe par de la psychologie on va dire de connivence et des réseaux dont on a pu parler, un mec qui a statué « oui, cette personne ressent profondément qu'elle est aveugle depuis qu'elle est née », qui le signe sur un papier. Mais aux États-Unis, et qui met les data, les trucs qui le prouvent. Vous avez des groupes aux États-Unis qui
valide le fait que des gens s'identifient comme étant des animaux. C'est-à-dire que donc à ce moment-là, on s'arrête tout. Et je trouve que lier l'espérance de vie avec la négation de la biologie, franchement, c'est différent. Augmenter l'espérance de vie. À quel moment elle démarre la négation de la biologie? C'est juste ce que je demande. Mais à part au moment où ça nous arrange le plus. Mais augmenter l'espérance de vie ne nie pas ta biologie. Simplement, tu augmentes. Si, c'est l'interdit. En plus, elle parlait très justement d'ailleurs de religion. C'est l'interdit. La seconde où on est immortel, on est Dieu. Ah ouais, non, mais moi je ne mets pas la religion. Je peux vous poser quelque chose, parce que vous parlez de naître dans le mauvais corps. Pour moi, il me semble que c'est un discours très religieux, naître dans le mauvais corps. Qui vous a placé dans le mauvais corps? Y a-t-il un Dieu qui vous a placé dans une mauvaise chaussette? Dire ça, c'est très religieux, justement. Naître dans le mauvais corps, c'est une rhétorique religieuse. Donc moi, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quand je vois un gamin qui, dès le début, n'arrive pas à comprendre pourquoi c'est un garçon, qui dit « mais je suis pas un garçon, j'ai pas envie de jouer avec les garçons, j'ai envie d'être une fille ». T'en vois beaucoup On en a tous vu quand même. Mais alors, moi j'ai l'impression. Oui, non, mais j'ai bien parlé qu'il y avait un problème de surreprésentation de cas qui sont souvent autodéclaratifs et qui se cumulent à la fois et qui sont le cumul de psy-confluence et d'une démarche économique derrière, de marques et de machins qui poussent un phénomène social et de politiciens aussi. Sur les grandes gueules, il y a cette maman qui nous appelle en nous disant que... Et c'est la maman qui parle en général. Oui, c'est la maman qui parle et qui nous dit que sa fille est devenue un garçon, est en cours de transition. Et quand on commence un peu à creuser en lui disant pourquoi, ce qu'elle nous répond, c'est que finalement, sa fille a jamais voulu porter de jupe et que le grand-père était pas content. Voilà. Et donc, il y a une pression familiale comme ça, parce que c'est des gens qui n'ont pas déconstruit véritablement les stéréotypes de genre. Et donc, évidemment... Oui, bien sûr, ça existe. Mais alors, le psy qui a validé ça, si elle va devant un psy et qu'elle dit « mon enfant doit transitionner », parce que, je sais pas quoi, elle porte pas de jupe et que le grand-père est pas content, s'il y a un psy qui valide un truc, il va en tôle. Oui, mais ça s'appelle une faute professionnelle. Dans ce cas-là, non, mais je dis qu'il faudra en foutre peut-être beaucoup en tôle. Mais celui-là, oui, pour moi, c'est là où est le problème. Ce n'est pas un cas. Effectivement, il y aura toujours des mères folles dingues qui font n'importe quoi avec leurs gosses et des pères folles dingues qui font n'importe quoi avec leurs gosses. Bah oui, alors, pour protéger ces gens-là... De la même manière que tu as des pères sur-hétéros qui sont là et qui vont dire « Non, tu feras de la boxe, Jean-Louis, et tu arrêtes avec tes histoires de patinage. » Vous confondez avec le caractère, c'est-à-dire qu'un enfant peut avoir un caractère qui, dans la société, peut être perçu comme plus féminin ou plus masculin, mais pour autant, il ne veut pas changer. Je suis désolé, mais pour autant, il ne veut pas changer de genre. C'est-à-dire que oui, il va se dire je vais être mieux avec les filles ou inversement, ou être efféminé, et il ne veut pas changer. Et puis, même s'il veut changer, il dit ça à 5 ans, à 18 ans, il dira plus la même chose, certainement. Et on l'a vu en Suède avec de nombreux enfants qui sont revenus sur leur discours. Donc, il ne faut pas confondre le caractère d'un enfant avec la biologie humaine. Eh bien, justement, ça va nous permettre de prendre un peu de recul, justement, dans la deuxième partie de cette émission. Tout d'abord, on va applaudir, si vous le voulez bien, Ignace, c'est notre caricaturiste. Voilà, qui nous fait des beaux dessins donc en live. Donc le premier, donc avec Transmania, on nous accuse de faire trop de mal, accent circonflexe sur le A. Au trans, c'est pour vous, Marguerite, je reconnais. Face au féminisme inclusif, nous sommes exclusivement féministes. Là, je reconnais Dora. Marguerite Stern n'est plus fémène. Finalement, mieux vaut se fier à Dieu qu'à mes seins. Pas mal. En disant que ceux qui ont un phallus sont des hommes et celles qui ont un utérus des femmes, on a appris que c'était un cliché fasciste. Joli, bravo, on peut l'applaudir. Et enfin, la dernière, hommes et femmes, il les créa, le créateur est accusé de transphobie. Voilà, on peut applaudir Ignace. On se retrouve tout de suite, justement, pour prendre un peu de recul. On va parler de cette révolution arc-en-ciel. À tout de suite. La révolution arc-en-ciel, la domination en Occident d'une minorité, qu'est-ce que le développement de ces mouvements dit de notre société occidentale? Banalisée en Occident et fustigée en Orient, la communauté gay est-elle menacée par l'islamisation de la France? Voilà, vous l'avez compris. On va donc essayer de prendre un peu de recul, même si tous ces sujets sont connexes. Donc on rappelle, c'est le livre Événement Transmania, donc enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre. Ça paraît aux éditions Magnus. D'ailleurs, on va mettre en lien sous cette vidéo le lien, justement, si vous voulez vous procurer ce livre. En tout cas, vous l'avez compris, on est ravis. On reçoit donc Dora Muto et Marguerite Stern. On va passer maintenant donc à ce second débat de cette émission qui doit nous amener à prendre un peu de recul. Si vous le voulez bien, tous ici présents, elle est au-delà du transgenre.
transgenrisme, mais aussi penser aux solutions face au développement de tous ces mouvements que l'écrivain Martin Pelletier regroupe au sein de la Révolution arc-en-ciel. Alors le point commun justement de tous ces mouvements, féministes, transgenristes, homosexuels et j'en passe, c'est l'idée de progrès. Est-ce que pour vous, ces évolutions sont un progrès ou est-ce que ça se discute ? Moi, je suis assez critique. Je trouve que l'on utilise trop le mot de progrès. On l'utilise. Donc là, tu es d'accord avec Dora et Marguerite ? Bah oui, sur ça, oui, on utilise le mot de progrès. Et il y a deux mots qu'on utilise, c'est progrès et révolution. On les entend toutes les semaines. Il y a des pubs pour vendre des godasses. Faites la révolution, achetez ces godasses. Faites acheter ce produit, c'est le progrès. Il y a vraiment toujours l'invocation du progrès et de la... Et du côté révolutionnaire à contre-courant pour vendre des trucs que tout le monde a. Bon, ça, oui. Effectivement, on surabuse sur le nom de progrès. Après, en l'occurrence là, tout le monde n'a pas. C'est récent quand même. Ça existe depuis combien de temps d'ailleurs ces transitions possibles, on va dire Techniquement, 1970 à peu près. Ouais. En fait, non, ça a commencé un peu plus tôt en réalité, en 1920 en Allemagne, mais le régime nazi a arrêté ça et c'est revenu. C'était pas dans les budgets. Voilà. Enfin, quoique, après ils ont fait eux-mêmes. Enfin bon, ils ont arrêté ça dans cette clinique du genre en Allemagne à Berlin, puis ensuite ils ont fait eux-mêmes des opérations tout à fait intéressantes. Ils ont vraiment fait ça. Oui. Ils avaient comme projet, ils avaient le wokisme et ils ont basculé sur genre il y a des opérations faites par l'Allemagne nazie qui étaient assez bizarres. Il y a certaines personnes transgenres, enfin transsexuelles qui ont dit que ils avaient été transitionnés de force dans certains camps. Donc ils ont à la fois fait en sorte que cette première clinique du genre, parce que c'était un juif qui le dirigeait, ils ont essayé de s'en débarrasser tout en reprenant une partie de la technique, parce que un des premiers médecins qui a fait des vaginoplasties a été récupéré par le régime nazi et a été décoré de la croix de guerre nazie. Donc c'est pas du progrès, c'est au contraire de la destruction et de la fragmentation. C'est-à-dire que la révolution arc-en-ciel, toute cette idéologie n'est pas du progrès pour notre société. À l'opposé, tu irais jusqu'à dire que c'est peut-être une forme de décadence pour certains mouvements. Je ne parlerai pas de décadence, mais simplement de destruction, de déconstruction. C'est-à-dire que on nie la liberté individuelle, on communautarise et on détruit la civilisation. Comment ça, on nie la liberté ? Parce que justement, les gens qui s'opposent le LGBTisme, aux théories de Marguerite et Dora, c'est de dire touche pas à ma liberté. Le LGBTisme est contre les libertés individuelles puisqu'il enferme dans du communautarisme. C'est-à-dire que donc c'est un traditionnalisme. C'est quasiment du religieux en fait. C'est-à-dire que les mouvements LGBT, c'est notre religion. Oui, voilà. Donc c'est-à-dire que les mouvements LGBT aujourd'hui, d'abord ne représentent absolument estiment parler au nom de tous, alors qu'en fait ils ne représentent personne, une extrême minorité. Ce sont des militants d'extrême gauche qui ont une idéologie et un agenda politique. Vous validez ça, Dora et Marguerite ? Et ils ne représentent absolument pas les homosexuels dans leur globalité. C'est simplement du militantisme politique. Et en plus de ça, ils remettent en cause la liberté individuelle puisqu'ils veulent enfermer dans des cases, enfermer dans une idéologie et communautariser la société, ce qui va encore plus la fragmenter. Et en fait, c'est la destruction de ce qui fait la société. Puisque ce qui fait la société, ce qui fait qu'on peut vivre en société, c'est qu'on se retrouve tous, à un moment donné, dans des valeurs et dans un mode de vie commun. Si vous enfermez les gens dans des cases et dans des communautés, et dans du communautarisme et dans des idéologies, finalement, les gens ne se parlent plus et c'est la destruction pure et simple. L'idéologie, ça va peut-être être hors sujet, mais par exemple, sur l'avortement, vous avez quelle position, vous deux ? On est toutes les deux pour l'avortement, Marguerite aussi, oui. Non, mais voilà, qu'il n'y ait pas de discussion là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de gens... C'est bon. Je fais chier, pardon. Qu'est-ce que tu as dit ? Là, la science, c'est bon. Justement, c'est-à-dire qu'on pense qu'effectivement, il y a une nuance à apporter sur ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec la science. Par exemple, sur ce même registre, vous critiquiez les perturbateurs endocriniens, mais la contraception chimique féminine... On la critique. C'est un peu... D'accord, donc vous la critiquez. On la critique, mais il y a un écologiste comme José Bové qui est contre, justement, parce que ça met en... On la critique dans notre livre, mais en fait... C'est juste que, c'est vrai que c'est l'administration d'hormones quand même, en l'occurrence principalement de progestérone à des femmes. C'est juste quand même pas exactement... Donc, on la critique parce que quand même, dans une certaine mesure, c'est vrai que ça éloigne les femmes de leur propre nature. Les femmes sont par nature des êtres cycliques hormonalement et c'est vrai que l'administration de la pilule contraceptive vient perturber quand même un système hormonal. Et c'est vrai que moi,
Personnellement, j'ai pris la pilule pendant des années. Il y a quand même des effets secondaires. Je la reprendrai plus jamais parce que j'ai pris conscience aussi, et justement à travers cette enquête, du fait qu'un système hormonal sain, c'est très très important parce que les hormones sont une constitution biochimique très très importante dans notre corps et que donc toucher à ça, c'est dangereux. Mais il y a quand même une différence de nature entre donner la pilule à des femmes et donner des hormones contraires à des personnes trans. Pourquoi ? Parce que la pilule a été étudiée donc pour être administrée à des sujets féminins. Il y a des essais cliniques qui ont été faits là-dessus. Et donc, quand on l'administre à des femmes, c'est avec une autorisation mise sur le marché, c'est-à-dire conformément à la notice du médicament. Or, les hormones qu'on administre aux personnes trans, ça c'est une administration hors autorisation de mise sur le marché. AMM on appelle ça. Je m'explique. Quand on donne de la testostérone à des femmes ou des œstrogènes à des hommes, ces hormones-là n'ont été étudiées cliniquement, que sur le sexe opposé. Donc c'est-à-dire que voilà, tous les effets que je vous ai décrits de la testostérone administrée à des femmes, en fait, sur le long terme, on ne sait même pas vraiment ce que ça va donner. Et ces médicaments-là, dans leur notice, ne sont absolument pas faits pour ça. Et donc, ça pose quand même, il y a quand même un flou juridique là-dessus. Ça pose quand même des questions de santé beaucoup plus graves. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous dites qu'il y a une différence de nature. Peut-être plus une différence de degré, parce qu'en réalité, oui, de degré, tout à fait. Mais c'est le même sujet. On pourrait d'ailleurs aussi vous répliquer que beaucoup de médicaments sont étudiés pour des hommes et après on les applique à tout le monde. Mais moi, ce que je voudrais aussi dire à notre ami Greg, c'est qu'il y a le progrès technique que personne ne peut pas contester, et puis il y a le progressisme. Le progressisme, c'est autre chose. C'est une idéologie. Le progressiste, c'est celui qui croit qu'aujourd'hui est mieux qu'hier, que demain sera mieux qu'aujourd'hui, nécessairement, et que le progrès technique infère un progrès moral. Bon, je pense pas qu'il y ait tellement de progressistes ici, mais peut-être que si. Non, mais en revanche, le progrès technique, personne n'en disconvient. Mais le progressisme, oui, voilà l'ennemi. Oui. Mais le but, c'est seulement de dénoncer ou c'est d'interdire derrière, vous avez un but caché ou pas derrière on agit comme lanceuse d'alerte, voilà. Mais à terme, vous souhaiteriez quoi ? Que ce soit interdit, la transition ? Non, nous, ce qu'on veut d'abord, c'est que les bloqueurs de puberté soient interdits. Il y a le projet des Républicains à travers une sénatrice qui va être examiné, un projet de loi qui va être examiné fin mai. Et donc, on espère effectivement que la transition des enfants va être interdite en France. Oui, l'urgence, en effet, c'est sur les enfants. Parce qu'après, les adultes, bon, c'est beaucoup plus compliqué dans le cadre juridique, on va dire. Mais bien pour sûr. Les enfants, ça paraît une évidence. Et puis, ça voudrait dire revenir en arrière vis-à-vis de lois qui sont déjà passées. Donc, c'est assez compliqué. Oui. On parlait de l'origine de ces mouvements, en l'occurrence transgenres. Vous parliez des États-Unis. Aujourd'hui, la France, elle est, vous diriez, en pointe sur ces sujets ? On pointe, elle est bien contaminée par ces sujets, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit ce qui se passe sur Instagram, TikTok, etc., de toute façon, il y a une contagion qui vient des États-Unis et donc on n'y échappe pas. Enfin, du moins, la jeunesse n'y échappe pas. Mais je voulais revenir sur, vous parliez du milieu homosexuel tout à l'heure. Il faut savoir que commence à y avoir une scission où il y a un certain nombre d'assauts comme LGB Alliance qui cherchent à se détacher du T. Il y a aussi Get the Hell Out en Angleterre et donc ce sont des personnes homosexuelles qui ne se reconnaissent pas dans le queerisme ou dans l'idéologie LGBTiste en général, mais parce que aussi on assiste au nom de la convergence des luttes. Et là, ça va peut-être faire écho à ce qui était dit dans l'introduction avec le problème notamment immigration, islam, etc., l'incompatibilité entre tous ces phénomènes qui sont pourtant promus par une partie de la gauche. C'est-à-dire qu'on a une partie des gens aujourd'hui qui se rendent compte qu'il y a un problème idéologique à mêler tout ça. Avec l'islamisme et le LGBTisme, le fait que des personnalités politiques aujourd'hui à gauche défendent à la fois l'islam politique et à la fois la théorie du genre et le LGBTisme, il faudrait peut-être expliquer à ces gens que si les islamistes qui le défendent arrivent au pouvoir, ce seraient les premiers à être lapidés sur la place publique. Il n'y a pas de...
Il n'y a rien à expliquer à ces gens-là. Je ne crois pas qu'il y ait des gens qui fassent... Il y en a une minorité, mais c'est débile. Les gens que tu parles, ce dont tu parles là, cette théorie, ça s'appelle la trans... Putain, merde, du coup, pour le coup. Non, c'est la convergence des luttes. C'est la convergence des luttes. Les gens savent très bien, en règle générale, que c'est un outil électoraliste. Ils ont très bien compris qu'il n'y avait pas de convergence idéologique entre un transsexuel et un... Tu as aujourd'hui des LGBT, à part Queer Palestine, en effet, tu as aujourd'hui des LGBT qui manifestent avec le drapeau de la Palestine. Ce qu'ils visent, c'est une efficacité politique. C'est pas une congruence idéologique d'idées. Ils se disent, on s'en fout, on fait tenir la baraque jusqu'à ce que c'est toujours une dialectique de les puissants contre ceux qui n'ont rien. Et une fois que les damnés de la terre ont pris le pouvoir, on se démerdera. Mais c'est et on vrai arrangera qu'on tout. a l'impression quand même que Dora et Marguerite sont assez seules finalement dans le paysage médiatique aujourd'hui. Qui vous soutient notamment politiquement, par exemple? Vous avez l'impression que les politiques ont peur de s'emparer de ce sujet, que c'est un sujet... en plus, c'est un sujet radioactif, on est à un mois des européennes. Vous avez des politiques qui vous ont sollicité, qui vous soutiennent? Nous, on en a sollicité énormément. Pas mal de députés macronistes qu'on a été voir, qui nous ont entendus, mais qui n'ont absolument rien fait. Qui, par exemple? Aurore Berger, par exemple. C'est étonnant. Mais vous attendiez à rien, quand même. On a espéré. C'est-à-dire, vous les avez rencontrés? Un manque d'habitude. Oui, Et voilà. c'était quoi leur... Non, elle semble très bien avoir compris la problématique, mais pourtant, elle a écouté, mais elle n'a rien fait derrière. Il y a un certain nombre de députés qu'on a vus, mais aujourd'hui, effectivement, il n'y a que la droite forte qui nous soutient. Donc, il y a Marion Maréchal qui a posté une photo d'elle-même avec ce livre. Il y a Éric Zemmour qui a reposté certains posts aussi. Ça m'amène à parler de cette petite séquence de Marion Maréchal, justement, qui a fait le buzz, comme on dit sur les réseaux sociaux, où elle a donc dit elle est où la maman? Donc on a vu ce couple d'hommes homosexuels qui était sous ce tweet. Qu'est-ce que vous en avez pensé, cette question? Est-ce que vous voyez de l'homophobie derrière? Il y en a beaucoup qui s'en sont étonnés. Non, c'est une question très saine qu'elle a posée. Vous auriez pu poser la même? Tout à fait, bien sûr. Mais après, c'est pas l'objet du livre, et donc nous, on est venu parler de l'idéologie transgenre. Mais c'est vrai que la question de la GPA pose aussi des questions bioéthiques et de commercialisation du corps, de vision du corps comme une marchandise. Vous êtes contre la GPA, qui sont propres, quoi. Ah oui, tout à fait. Mais vous n'avez pas non plus l'impression que, le débat qui est l'objet de votre livre et la question LGBT. Est-ce que ce ne sont pas aussi des manières d'occulter d'autres questions beaucoup plus fondamentales, la question sociale par exemple? Parce que pendant qu'on parle de ça, parce que certains auditeurs, téléspectateurs peuvent se dire, c'est comme les... Oui, puis c'est un peu comme les poissons volants de Michel Audiard. Ça existe, mais c'est pas la norme, quoi. Oui, vous sous-estimez peut-être l'impact que ça a dans les milieux politiques et dans les institutions aujourd'hui. Et chez les jeunes, il y a aujourd'hui un impact, notamment dans les écoles, dans toutes les institutions politiques aujourd'hui en Occident. Donc il faut parler de ce sujet parce que ça aura un impact sur notre société et sur nos enfants. Et au niveau même mondial, est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'une partie du monde, justement, nous tourne le dos sur ces questions quand, par exemple, même Poutine explique que l'Occident est décadent, vous en mais il ne faut pas parler de décadence, hein, parce que si parler de décadence, ça voudrait dire... Pour une certaine partie du monde, sont des... mais je parlerai de décadence si toute la société occidentale était d'accord avec ce sujet. Je parlerai... là, on pourrait parler de décadence, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas la majorité de la société occidentale qui adhère à ce sujet. C'est une certaine élite, une certaine idéologie et des extrémistes. Mais la décadence politique, c'est jamais quand la majorité du peuple se met à avoir des décadences. C'est quand la majorité du peuple amène électoralement au pouvoir des gens qui amènent à la... Oui, mais donc on peut parler de décadence des élites, mais pas de la décadence de la société occidentale en général. C'est une société qui ne met en place que des gens qui pensent des trucs qu'elle pense pas. C'est le problème des électeurs après. Chacun voit midi à sa porte. Ça s'appelle une décadence. Si les gens ont voté pour ça... D'ailleurs, on dit électeur, enfin oui. Moi, je pense qu'on peut parler des deux, c'est-à-dire qu'il y a un problème au niveau des élites. On a aujourd'hui un gouvernement qui, dans certains de ses communiqués, nous parle de sexe assigné à la naissance. Je parle du gouvernement français. Donc, pour nous, dans notre livre, il y a tout un chapitre sur le langage. Et pour nous, c'est pas une question anecdotique, en fait, la question du langage. On voit que dans certains textes médicaux, dans certains textes gouvernementaux, on nous parle de personnes menstruées ou de personnes à vulve pour décrire les femmes. On nous parle de sexe
sexe assigné à la naissance, alors que le sexe n'est pas assigné à la naissance, il est simplement observé, tout comme la date ou l'heure de naissance ou bien le pouls cardiaque. Enfin, je veux dire, c'est une donnée biologique. Et donc, pour nous, à partir du moment où l'idéologie vient déformer les termes médicaux, alors il y a un souci. Donc, pour nous, voilà, il y a un souci au niveau des élites, aussi, enfin, voilà, au niveau de l'OMS, de la HAS en France, enfin, voilà. Mais il y a aussi un souci au niveau du peuple, c'est-à-dire que, bon, nous, on a toutes les deux plus de 30 ans et que finalement, je pense que les générations de plus de 30, 40 ans, finalement, sont un peu moins contaminées par cette idéologie-là. Mais il faut se rendre compte aujourd'hui de ce qui se passe dans les écoles, de ce qui se passe pour les enfants. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé ici, là, voilà, des personnes qui transitionnent et donc des enfants qui transitionnent. Et ça, voilà, c'est un problème de santé publique. Mais il y a aussi toute cette question des enfants qui ne transitionnent pas et donc ne vont pas figurer dans les statistiques, voilà, mais qui adhèrent à cette idéologie complètement hors sol. Et aujourd'hui, à l'école, on a des manuels scolaires comme Nathan ou Bordas, je crois, qu'on cite en tous les cas dans notre livre, qui viennent voilà, parler de sexe assigné à la naissance ou d'identité de genre, enfin voilà, avec tout ce vocabulaire-là. On a des associations idéologues aussi qui interviennent dans les écoles, voilà, comme l'association, par exemple, Règles élémentaires, qui est censée faire donc de l'éducation autour du sujet des menstruations et qui, en intervenant dans les écoles, utilise le vocabulaire dont j'ai parlé, voilà, parle aux enfants de personnes menstruées au lieu de parler de femmes. Donc effectivement, il y a un entrisme de l'idéologie transgenre dans les écoles. Vous pointez encore une division, c'est-à-dire qu'en effet, on va avoir ce genre de problème dans certaines écoles et dans d'autres, un extrémisme tout autre où ces questions ne seront absolument pas abordées. Je ne suis pas sûr, par exemple, qu'en Seine-Saint-Denis, la question du LGBTisme et du transgenrisme soit omniprésente dans ces populations qui sont assez hostiles même à toute forme de science et où on voit... Vous avez une population de confession musulmane, Tout à fait, oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on voit que des professeurs, notamment en SVT, ne peuvent pas parler de la biologie, ne peuvent pas parler de l'espace, etc., parce que la Terre est plate, vous voyez dans ces collèges-là, dans ces établissements scolaires-là, le LGBTisme... À mon avis, je ne suis pas sûr que ça court les rues. On observe encore une fois une partition du territoire français avec des zones qui vont être woke LGBT et d'autres qui vont être islamistes ou islam politique. En tous les cas, le point commun dans tout ça, c'est le fait que nous, on pense que l'idéologie n'a rien à faire à l'école, que ce qu'il faut remettre en fait au cœur de l'enseignement, ce sont des savoirs fondamentaux, des savoirs scientifiques, et que quand un enfant grandit avec l'idée qu'on peut changer de sexe, que tout est flou et relatif, que la science, que la biologie, ça n'existe pas, alors comment cet enfant fait pour se construire sur des bases cognitives saines et sereines? Ça, il faut que les adultes en prennent conscience du fait que c'est ce qui se passe à l'école aujourd'hui, aussi à cause du phénomène, enfin voilà, de la surexposition des enfants aux réseaux sociaux. Il faut que les adultes soient très vigilants. Comment prendre le contrôle de l'école, Damien? C'est compliqué, hein? Non, mais quand je vous écoute, je suis désolé de vous ramener à ça, mais je repense au débat, au combat de la Manif pour tous, qui disait « on veut du sexe, c'est pas du genre ». Ludovine de la Rochère apportait en réalité les prémices du débat qui nous occupe aujourd'hui, sur ces questions de genre. Ou quelqu'un comme Mirkovitch, j'ai oublié son prénom, juriste pour l'enfance, je ne sais plus, c'est Aude Mirkovitch, pardon, avec son association Les juristes pour l'enfance, combat et met sur le passe. Maintenant, ce sont des questions, elles vous ont cornerisé, ou elles sont en train de vous corneriser, et vous vivez ce que la Manif pour tous a connu il y a maintenant une dizaine d'années. Vous êtes d'accord avec ça ou pas, Marguerite? Je suis... moi, j'ai fait votre éloge. Non, mais c'est vrai que... En tant que féminine, moi, j'ai fait des actions contre la Manif pour tous. Ce sont des gens qui m'ont frappée. Donc voilà. Je ne sais pas qui vous a frappé, parce que moi, j'ai... des militants. Il y a des images. Il ne devait pas être très représentatif. Mais en tous les cas, pour nous, la transidentité... Vous comprenez bien, c'est que... Sur la question du sexe et du genre, oui. Mais après, pour nous, la transidentité, c'est quand même pas du tout la même chose que l'homosexualité. C'est-à-dire que pour nous, la dysphorie de genre a une dimension pathologique. On est bien d'accord. L'homosexualité, non.
On est bien d'accord, mais personne là, c'est vous Non, mais on qui... est d'accord. On est d'accord que l'homosexualité était dans le DSM-3, si je dis pas de conneries. Donc, ok, Mais d'accord, rien n'a mais changé quand on est en fait, homosexuel. là, on Oui, mais c'est l'a pas viré pareil. dans le DSM-6, il y aura peut-être plus la dysphorie de genre. Mais Bah, pourquoi non, mais en fait, pourquoi non, l'homosexualité, bah non, écoutez, oui, et justement, l'identité, non. l'homosexualité, il n'y a rien à changer à son corps, tandis que la transidentité, Ça dépend. Il y en a qui vont le vivre en voulant que esthétiquement, dans leur façon de s'habiller, dans leur façon de parler. oui, dans leur mais façon- on ne passe pas par des Bah, opérations. il n'y a rien à changer. Ok, il y On a rien se à fait changer. des ablations, donc on ne prend pas des hormones Ok. croisées. Il y a quand même une différence notable, quoi. Non, puis la sexualité, enfin confondre la sexualité et la question de l'identité de genre, c'est extrêmement dangereux. Pour parce que revenir sur juriste pour l'enfance, oui, effectivement, aujourd'hui, ils font un bon travail, notamment vis-à-vis de la Haute Autorité de la Santé qui a créé un groupe de personnes qui sont censées édicter les nouvelles normes en France autour de la question transgenre en santé. Et effectivement, la Haute Autorité de la Santé refuse de donner qui sont les personnes qui constituent ce groupe. Et Juriste pour l'enfance a donc exigé, a fait un recours juridique pour savoir cela. Et la Haute Autorité de la Santé continue à refuser, malgré le jugement, de donner ces noms. Donc on les remercie tout à fait de faire ce travail aujourd'hui. Et vous dites que vous êtes des lanceurs d'alerte. Vous pensez qu'on peut enrayer ce déclin annoncé, selon vous? C'est quoi les moyens de pouvoir justement... Déjà, qu'on puisse en discuter comme ça sur un plateau, c'est déjà une belle avancée. Ensuite, on l'a dit tout à l'heure, pour nous, la priorité, c'est les enfants. Et c'est essayer C'est ça le problème, c'est qu'en fait, dans 10-15 ans, on va se retrouver donc avec deux types d'enfants qui auront grandi dans la société française. Le premier type qui va être en mode « il n'y a pas de genre », le LGBTisme, le wokisme, et le deuxième qui nous explique que Allah est grand et que la Terre est plate. Et après, on va nous expliquer, on va nous expliquer que ces deux types d'enfants vont devoir vivre ensemble dans la même société. À mon avis, ça va être comique. Je crois pense. que tu surestimes le nombre de gens qui vont conserver cette identité au-delà de leur crise d'adolescence. Alors ça, Je en fait, pense qu'il ça touche... je le vois par mon ex, encore une fois, qui était psy, qui a connu des patients, je l'ai vu pendant 8 ans dans sa profession, entre les gamins qui arrivaient, qui rentraient en sortie d'adolescence et celles qui commençaient à être enceintes. Et ben, je peux te jurer qu'il y a du chemin qui se passe. Et que beaucoup de gens qui s'identifient aujourd'hui par un phénomène, effectivement, c'est toute la question du capitalisme, on n'est pas là pour ça, mais de publicité autour de ça, de mise en avant, souvent pour des intérêts financiers, de gens qui ont dit, je m'identifie à ça. Moi, à ma génération, c'était identifié à autre chose. Quand j'avais 15 ans, à Hollywood, j'étais photos de comédiennes. J'aurais pu m'identifier comme un vampire, tu vois ce que je veux dire? Il aurait suffi juste d'avoir une société qui dise un peu plus que c'était pas du jeu de rôle et c'était bon. Exister, ça n'enlève en rien au creuset qui va exister entre deux types de Aujourd'hui, populations. je suis plus un vampire. Aujourd'hui, j'ai 40 piges et je suis chef d'entreprise. Oui, Je sais pas ce que je veux dire. cette idéologie aurait pu justement t'attraper et justement tu aurais pu croire de la même façon qu'à l'époque tu peux. Oui, non, mais bien sûr. Voilà. Ce que je veux dire, Donc c'est pour ça que je pense dangereux. qu'on surestime. Aujourd'hui, quand on voit qu'il y a X%, je pense qu'on a quand même pas mal qui vont se faire rappeler à la réalité biologique. Bien sûr, à un moment. mais ça Des n'enlève en bloqueurs rien de le fait puberté, que... parce que les enfants qui D'où prennent la des question bloqueurs de de ça, puberté ne Oui, retournent d'où jamais la en question. arrière. D'où la question, mais la plupart des gens, on leur donne des bloqueurs de puberté parce qu'ils sont déjà posés des questions par rapport au truc. Et s'ils se posent cette question par rapport Ah au oui, truc, mais à 7 ans, je pense- je veux dire, à voilà. 17 ans, Tu peux à accorder du 18 crédit. ans, c'est pas la même chose qu'à 25 ou à 30. Oui, mais là, tu sous-estimes peut-être Plus l'idéologie du fini wokisme. d'être, C'est-à-dire qu'en effet, de des gens... maturer à 25 ans. Je te dis que c'est... Pas tous en même temps, oui. Marguerite, Je te dis que de se vous dire qu'on va l'intervenir. s'imaginer dans 20 ans avec vraiment une société coupée en deux entre ceux qui y croient et ceux qui y croient pas, je crois que tu sous-estimes la part de ceux qui vont y revenir parce qu'en fait Oui, au bout ils d'un vont y moment revenir, mais ils auront baigné dans un schéma culturel qui est quand même l'ouverture et le wokisme, quand d'autres auront baigné dans un schéma culturel qui est l'obscurantisme et l'islamisme. Et mêler ces deux sociétés ensemble, je pense qu'à mon avis, ça va faire un cocktail explosif. Mais enfin, bon, Moi, je on pense verra. que l'autocensure de toute une génération, parce qu'il y a toute une génération qui n'ose plus parler, qui n'ose plus dire ce qu'elle pense, et ça, je pense que ça va rester très profondément Ça, c'est vrai. ancré dans les esprits, et ça, c'est très dangereux. Marguerite. Oui, non, c'est juste que là, enfin, la question que tu commences à aborder, en fait, c'est la question des transitions. Et c'est-à-dire que, oui, il y a certaines personnes, en effet, qui sortent du délire et qui changent d'avis. Et alors, donc, certaines n'ont effectué aucune transition médicale, c'est-à-dire n'ont pas pris d'hormones, n'ont pas été opérées chirurgicalement.
et tant mieux pour elles. Mais en fait, il y a aussi la question de plein de personnes qui vont vouloir revenir en arrière, mais pour qui ça va être impossible de totalement revenir en arrière, parce que ça aurait été des personnes qui auront voulu transitionner, qui auront pris des hormones, qui auront subi des opérations chirurgicales mutilantes, et pour qui le retour en arrière, finalement, est très difficile. Ce sont des personnes qu'on appelle donc les détransitionneurs, sont principalement d'ailleurs des femmes, des détransitionneuses, dont il est impossible pour l'instant de quantifier le nombre, parce que ce sont des personnes qui racontent que quand elles veulent détransitionner, finalement, elles n'osent pas retourner à l'endroit où on les a fait transitionner parce qu'elles sont absolument traumatisées par les médecins qui leur ont fait ça, ou bien tout simplement parce que quand elles retournent à ces endroits-là, finalement, on leur dit « on ne peut rien faire pour vous ». Donc, c'est des personnes qui ne sont pas comptabilisées dans les chiffres. C'est très difficile de savoir combien il y en a. Ce sont des personnes qui sont confrontées aujourd'hui à une errance médicale qui est terrible, dont les soins souvent ne sont pas remboursés. J'étais il y a quelques jours au téléphone avec une jeune femme qui nous a contactés suite à la sortie de notre livre, qui donc me disait être dans ce cas-là, avoir voulu détransitionner, qui finalement elle a pris de la testostérone pendant des années. Aujourd'hui, elle a de la barbe et l'épilation définitive au laser, elle, on ne va pas lui rembourser. Donc il y a la question de toutes ces personnes-là qui reviennent en arrière et qui malheureusement en fait subissent des conséquences irréversibles, et ce sera à vie. Alors justement, il faut se représenter aussi ce que c'est de se couper le sexe, c'est-à-dire peut-on même dire qu'on veut revenir en arrière. Enfin, je veux dire, c'est un tel traumatisme, si on se rend compte que c'était pas ça qu'il fallait faire, qu'il faudrait un courage absolument démentiel pour dire je me suis gouré et maintenant je suis quoi? Alors je suis un eunuque, enfin où est-ce que je me place? Donc pas une teinture de cheveux, on parle quand même de voilà donc je pense qu'il y a un certain nombre de gens qui peut-être ne sont pas satisfaits de leur transition, mais l'admettre c'est une autre histoire. Ouais. Oui, c'est quoi là? On arrive bientôt au terme de cette émission, juste pour bien comprendre, au-delà de la dénonciation, de lanceur d'alerte et qu'on salue, mais les solutions que vous proposeriez aujourd'hui, on est arrivé à quel stade? On est au début de ce phénomène que vous dénoncez, on est à quel état d'avancée? Est-ce qu'on peut encore revenir en arrière? C'est quoi les solutions pour bien comprendre qui seraient à notre disposition? Et là, je vous pose la question à vous tous, vous, Damien Chalamel. Les solutions juridiques, il y en a. Je veux dire... Si vous abrogez... À entendre un peu tout le monde, il n'y en a pas tant que ça, chacun est libre dans ce pays. Non, mais il y en a en ce sens que la loi de 2016 qui vous... Est-ce qu'on peut revenir en arrière, par exemple? Bien évidemment. C'est le droit positif, ce qu'a fait le législateur à un moment T, il peut l'abroger. Alors bien évidemment... Ce qu'il ne peut pas faire, c'est condamner un mec par rapport à une loi qui n'était plus... Voilà, ça c'est la question de la rétroactivité des lois pénales plus sévères. Mais là, il n'y a pas de pénal. Donc évidemment, on pourrait tout à fait changer cette loi, d'une part, et on pourrait tout à fait... Donc, quelle loi on parle exactement? La loi de 2016 qui permet à quiconque de demander à voir la mention de son sexe à l'état civil, indépendamment de son physique, donc que la personne est transitionnée ou non, de voir son sexe indiqué, effectivement observé à la naissance, comme étant l'autre sexe. Donc cette loi, elle pourrait tout à fait être abrogée. De même qu'on pourrait effectivement éviter de rembourser, ne pas rembourser les transitions de genre. Non. Mais une femme je parlais pas des opérations. Je te dis qu'une personne ait envie de demander à l'administration de changer un M par un F ou un F par un M, si ça lui permet de pas se pendre, mais non, ça te coûte rien. Mais non, dans les compétitions sportives, c'est comme ça qu'ils atterrissent. Oui, non, mais non, tu demandes aux compétitions sportives de statuer en fonction du sexe et pas du genre. Au-dessus d'un niveau de testo, tu te mets pas en concurrence avec des gens qui ont des oestrogènes, c'est évident. Le sexe et le genre sur les mettre les deux, oui, pourquoi pas. Oui, à ce moment-là, pourquoi pas? C'est une idée. Mais pas pouvoir changer l'autre. Je peux me mettre en table, je peux me mettre en table. Genre de point M ou F, ça emmerde les gens. Mais les mots ont un sens, on peut pas changer les mots comme ça. Ah bah je sais pas, racisme hier, ça voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui, par exemple. L'homme qui veut être considéré comme hier, ça voulait pas dire la même chose qu'aujourd'hui. Damien, une question à te poser. L'homme qui veut rentrer dans la catégorie F à l'état civil, c'est bien parce que, et notamment parce que c'est le cas de notre Robert, ça obéit pour certains à des fantasmes. Exactement. Et que ça va lui permettre d'accéder aux toilettes de mesdames, aux vestiaires de mesdames. Ça a des conséquences sociales. Tu dis qu'il faut déterminer un cadre social dans lequel
tu as le droit de te changer de genre. Par contre, quand on dit l'accès à des vestiaires, l'accès à des sports, c'est en fonction du sexe, c'est pas du genre. Habille-toi comme tu veux. Enfin, je veux dire, Vincent McDoom, c'est un super exemple. Vincent McDoom, il s'habille en fille, il adore les trucs féminins. Mais il se définit pas comme femme. Eh ben non, mais justement, on s'en fout. Qu'est-ce qu'on en a rien à faire que les gens se définissent comme ci ou comme ça? On s'en fout de ta personnalité. Enfin, je ne vois pas pourquoi ça doit rentrer dans les lois. La loi ne doit pas faire dans l'individualité de chacun. La loi, elle doit représenter tout le monde et elle doit être dans l'intérêt général. Si tu commences à faire des lois au cas par cas, alors celui-là, il est plutôt chien, celui-là, il veut changer, celui-là, mais en fait, tu t'en sors pas, tu fais 300 lois par heure dans ces cas-là, tu ne peux pas. La seule utilité, ceci dit, à avoir le genre sur l'état civil, enfin, par exemple, sur un passeport, voilà, une carte d'identité, c'est par contre au niveau de, voilà, quand on passe des frontières, etc., et que la personne, effectivement, se présente avec, en tant que femme, lorsqu'en fait, c'est un homme biologique, on pourrait se dire qu'effectivement, pour la police, c'est intéressant de savoir le genre de la personne. Donc c'est un peu le cas de figure où je trouve que peut-être qu'il faudrait sexe et genre, et peut-être que ça calmerait un peu tout le monde, c'est une idée. C'est sûr qu'on va pas avoir un flic qui va faire un test ADN pour... Ah bah non, c'est des empreintes d'hommes, ça peut pas être lui. Non, ils vont pas faire ça. Tu te doutes bien, tu distingues sexe et genre. Si tu dois pouvoir quand même trouver un système qui permette à la fois de permettre aux gens de se sentir mieux sans que ça emmerde la colle. Parce que tu vas aller dire, ça t'emmerde la lettre toi, tu parles sur l'administratif, mais tout en luttant contre les vrais problèmes qui sont à côté, en disant il y a des cadres où c'est le sexe, c'est pas le genre. Tout à l'heure, du genre, les prisons, c'est pas le genre. Le sport, lunettes, c'est pas le genre. des frais dentaires, c'était peanuts ou presque. Toi, ça te choque pas que ces opérations soient déjà... Oui, mais tu vas toujours en trouver 40 000. Tu vas toujours en trouver 40 000. Là, le scandale, c'est les soins dentaires, les soins des lunettes. C'est pas l'autre truc. Tu vois ce que je veux dire, Et tu penses pas donc qu'il faudrait peut-être mettre la priorité justement sur les lunettes et les dents qui touchent à peu près 68 millions de Français plutôt que les trois pelés qui veulent changer de genre. C'est normal parce que changer ta lettre, ça te prend 2 minutes sur PowerPoint, alors que se réparer les dents d'un mec, ça coûte 200 000 balles. Donc forcément qu'ils ont plus intérêt à... Mais là, on parle pour les opérations. Une opération, c'est pas changer une lettre. Une opération pour changer de sexe, c'est lourd et ça coûte extrêmement cher. Et on préfère rembourser ça plutôt que de rembourser les dents. Il y a des gens, ils ont pas de chicot, ils voient rien. Eux, on leur rembourse que dalle. Et par contre, on va aller rembourser un mec qui se lève un matin en disant oui, non mais moi je suis plutôt fille et puis cheval et chien. Et lui, on va lui donner 60 000 balles. Enfin, je veux dire, moi je comprends que les Français se disent mais c'est pas possible. Je veux dire, la sécurité sociale, c'est pas le cirque en fait. C'est quelque chose pour rembourser des gens qui sont malades. C'est pas pour faire des animaux de foire. Enfin, attends. En tous les cas, moi j'aimerais revenir sur la question initiale qui a été posée, qui était quand même, il me semble, qu'est-ce qu'on peut faire ? Voilà, solutions. Voilà, donc les solutions. Alors nous, on se pose pas en tant que, on prend pas une posture de médecin, de législateur. Enfin voilà, on n'est pas à ce rôle-là, comme le disait Dora tout à l'heure. Nous, on est des lanceuses d'alerte qui avons bien étudié le sujet quand même. Et donc ce qu'on pense, c'est que la solution, en tous les cas, à l'échelle médicale, là, voilà, sur tout le volet santé publique, c'est de s'aligner sur des pays comme la Suède, la Finlande, le Royaume-Uni, qui finalement, en fait, ont fait transitionner en masse des gens bien avant la France et qui aujourd'hui sont revenus en arrière face aux dégâts, aux scandales, au nombre de personnes qui détransitionnent, voilà. Et donc qui aujourd'hui arrêtent de faire transitionner les enfants. Et donc ce que ces personnes-là nous disent, notamment, c'est les conclusions d'une étude menée par deux professeurs suédois, Ludvigsson et Lundén, qui ont mené une étude d'ampleur qu'on a trouvée très intéressante parce que les conclusions de cette étude, c'est de dire, premièrement, en fait, on ne connaît pas la dysphorie de genre, on ne sait pas, on n'a pas trouvé de marqueurs biologiques, en fait, on ne sait pas quelles sont les causes de ce trouble-là. Ce trouble-là est encore très très mal connu des médecins et donc pour prétendre soigner un trouble, il faudrait d'abord mieux le connaître, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Et la deuxième grande conclusion de cette étude, c'est de dire que les traitements sur les enfants doivent être considérés comme de l'expérimentation médicale sur enfants, expérimentation médicale qui est donc aujourd'hui à l'œuvre dans nos hôpitaux en France. Les bloqueurs de puberté, on n'en a pas beaucoup parlé et on n'a pas expliqué en détail, mais c'est dramatique pour les enfants. Administré sur une durée de 6 ans, ça détruit le squelette, ça détruit le cerveau, ça fait des jeunes adultes qui vont être infertiles et qui ne pourront jamais avoir d'orgasme. Donc la question des enfants, elle est très 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 grave. Et donc nous, en fait, d'un point de vue médical, on a tendance à dire il faut écouter ces gens-là. Ces gens-là, une grande expérience du sujet, ont aujourd'hui reconnu avoir fait une erreur, préconisent un retour en arrière.
Voilà, écoutons-les. Et pour l'aspect civilisationnel, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je pense qu'aujourd'hui, le grand public maîtrise mal, en fait, le sujet. Beaucoup de gens sentent qu'il y a un problème quelque part. Beaucoup de gens sont dérangés par cette idéologie, mais finalement ne connaissent pas tous les tenants et aboutissants. Et je pense qu'il faut s'intéresser au sujet. Il faut que tout le monde s'en saisisse, parce qu'il faut que tout le monde se rende compte que... oui, ça touche à la civilisation, en fait, à notre socle commun. Et donc, il faudrait qu'une réflexion collective émerge. Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne savent pas mettre de mots sur les mots MAUX de ce genre d'idéologie et qui ne se rendent pas compte. Malgré tout, je pense, vous disiez tout à l'heure quelles seraient les solutions. La première chose, ça serait le bon sens des gens. Je pense que la plupart des gens, en effet, vont quand même retrouver une certaine forme de bon sens sur ces questions de je m'identifie en ci, en ça, chaque jour de la semaine, un jour différent. À un moment donné, le collectif fera que le bon sens sera retrouvé. Ensuite, il faut marteler. Aux États-Unis, ça va dans quelle direction là, le wokisme, justement, le wokisme est en train de reculer. Et non, mais le wokisme est en train de reculer aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons. Et c'est là aussi que c'est intéressant, c'est que les pays où en fait qui ont créé le wokisme et toutes ces dérives et tout ce communautarisme sont en train aujourd'hui de revenir en arrière. Et donc c'est quand même un signal d'espoir. C'est intéressant ça de voir qu'aux États-Unis, donc ces mouvements-là finalement commencent à régresser, c'est ça? Oui, mais parce qu'en fait, il y a une opposition très forte et parce qu'aussi les gens... conservateurs et progressistes, et parce que les gens n'ont plus peur de parler. Parce qu'en fait, ce qui se passe aussi en fait, dans la société française, c'est qu'il y a plein de gens évidemment qui sont en opposition, mais ils savent que s'ils commencent à parler de ça, je ne sais pas, au sein de leur entreprise, dans leur famille, etc., s'il y a quelques personnes wokistes, ils vont être discriminés. Et donc, il y a énormément de gens qui n'osent pas parler. Et donc, nous, on pense qu'une partie de la solution, c'est que les gens sortent de cette sorte de terreur et osent tout simplement s'opposer. Il y a y compris les gens du camp démocrate et progressiste. Quand ils parlent, ils se font agresser ou elles se font agresser dans les rues. Il ne faut plus avoir peur. Plus on sera à parler, nombreux, en effet, moins on aura peur. C'est pas sortir un bouquin à la fin. Le progressisme, même des gens qui sont issus du Parti démocrate, donc assez progressistes aux États-Unis, sont quand même en train de revenir en arrière et se disent « Oula, là c'est en train d'aller trop loin, en fait. » Est-ce que vous avez des témoignages de soutien aussi? Parce que finalement, on parle Bien sûr, énormément. Voilà, c'est ça dont il faut parler. Moi, j'aimerais aussi rajouter que je pense qu'une partie de la solution, c'est que les femmes se reconnectent à leur corps. C'est-à-dire qu'on a un problème en tant que... c'est-à-dire que reconnaître que la féminité, c'est tout aussi important que la féminité. Nous, on utilise ce terme, on a créé une association. C'est quoi la nuance entre féminité? En fait, la féminité, c'est le fait d'être femme en fait, à travers sa biologie. C'est-à-dire qu'on a des règles, on peut éventuellement tomber enceinte. Enfin, il y a tout un tas de fonctions biologiques qui sont femelles. Et en fait, au lieu d'en avoir peur, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes, quand on leur dit femelle, elles se braquent, elles disent non, je ne suis pas une poule, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. Lorsqu'en fait, il n'y a pas de honte. J'ai vu que Paris Hilton a eu un enfant sans être enceinte. Ça, c'était par GPA, mais c'est quand même sidérant. Quoi. Il y a beaucoup de femmes. Pour préserver l'intégrité son corps. La vergeture, c'est un truc de pauvre. Exactement, c'est ça. La maternité également. Oui, non, mais t'as pas ça commence à devenir ça, et c'est-à-dire qu'il y a tout un discours aussi anti-maternité actuellement, où la maternité n'est plus très célébrée. Alors on ne dit pas que toutes les femmes doivent devenir mères, on n'est pas mères nous-mêmes, donc on ne peut pas nous dire ça, mais on pense quand même que ça doit pas, les femmes qui veulent devenir mères ne doivent pas être mises de côté dans le débat public. Tout à fait. Et en plus, c'est une question, encore une fois, civilisationnelle. C'est-à-dire que si on parle sans arrêt, Emmanuel Macron parlait de réarmement démographique, il faudrait peut-être commencer par, en effet, reposer la question de la femme et ce qu'est qu'être mère et de procréer, etc. Et après, pour régler le problème, en effet, du mouvement LGBT et de la révolution arc-en-ciel, il faut marteler que ces gens sont minoritaires, qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes, et dire aux personnes qui sont accaparées et emprisonnées finalement par ces mouvements, parce minoritaires, mais qui se développent de plus en plus. Mais oui, mais en fait, ils prennent en otage. C'est-à-dire que les mouvements LGBT prennent en otage les homosexuels, prennent en otage toutes les gens, les femmes. Ils prennent en otage et estiment parler au nom de la majorité, alors qu'ils ne parlent qu'au nom d'eux-mêmes et qu'ils ne représentent pas ces gens-là. Donc il faut marteler dans les médias, partout, que ces gens ne représentent personne. Au mouvement LGBT. Et qu'ils sont minoritaires et que les gens sont libres et qu'ils ne doivent pas être pris en otage par ces mouvements qui sont des mouvements communautaristes et séparatistes. Et je pense qu'en disant cela, peut-être qu'on libérera la parole en effet de beaucoup de personnes qui n'ont rien à faire et qui ne partagent rien en idéologie avec ces mouvements-là. Oui.
Damien applaudit. Non, mais j'applaudis, mais je suis assez sceptique. Parce que je pense qu'en réalité, le LGBT, c'est quand même des mouvements qui sont très larges. Hein, qui sont financés et qui imprègnent. Oui, mais ils sont financés par les mêmes qui financent les ONG pro immigration, etc. Donc ça, si vous voulez, les financements, ça veut rien dire. Ils bénéficient de subventions aussi. Par exemple, on parle à l'ONU de genre au lieu de sexe. Oui, hein. Plus de sexe, moins de genre, hein, c'est ce que disait la Manif pour tous depuis les années 90. Avant, on ne parlait pas. Hein, on parlait de différences sexuelles. Et quand on avait des féministes, des authentiques féministes, je pense à Marie-Jo Bonnet, que vous avez peut-être croisée. Oui, bien sûr. Bon, alors Marie-Jo Bonnet, c'était les Gouines Rouges. Bon, les Gouines Rouges, effectivement, elle, par ailleurs, elle est ouvertement lesbienne, mais elle s'insurge contre l'instrumentalisation du corps des femmes. Bon, mais la réalité, je suis désolé, c'est que ce sont quand même des mouvements très, très minoritaires. Et que le courant central du féminisme, c'est ce courant soi-disant universaliste. Un homme est une femme est un homme, et puis égalitaire. Hein, tout le monde se vaut, tout se vaut. C'est ça le courant. Quand vous parliez, par exemple, d'Aurore Berger, actuellement sur l'agenda, je suis allé sur le site du ministère, les questions dont elle veut parler dans une commission de l'ONU qui traite de la condition de la femme. Alain Jardin français, ce sont les deux questions qu'il agite, c'est les droits reproductifs et l'égalité de genre. Déjà, égalité de genre, le terme... Mais bien évidemment, le terme est totalement biaisé. Et les droits reproductifs, en réalité, derrière, c'est la PMA pour les femmes qui ne veulent avoir un enfant sans père et pour les hommes qui veulent avoir un enfant sans femme, ou en tous les cas, en utilisant le corps d'une autre femme. Je ne sais pas si vous avez vu j'ai l'impression que c'est quand même ça qui... Je profite c'est ce mouvement qui... de ce que vous êtes en train de dire. Mais en fait, vous appuyez ce que je dis. C'est-à-dire que ces gens-là prennent en otage la majorité, mais eux-mêmes sont minoritaires. Ils sont majoritaires dans les élites et dans les personnes qui représentent dans les institutions, mais ils prennent en otage la population. Donc en fait, vous appuyez ce que je dis. C'est-à-dire que, parce que dans la population, ce n'est pas majoritaire. C'est majoritaire dans les personnes qui nous gouvernent. Et même à l'ONU, vous avez dit à l'ONU, on parle de genre, etc. Moi, j'aimerais savoir ce qu'en pense la délégation talibane à l'ONU. Vous voyez, c'est-à-dire que vous allez avoir des pays, etc., même si c'est financé, même si c'est représenté dans les institutions, qui n'adhèrent pas à cette idéologie. Je vous rassure, justement, j'ai fait un papier là-dessus, la commission sur la condition de la femme. Présidé par l'Iran ou l'Arabie Saoudite? L'Arabie Saoudite. Oui, voilà, c'est ça, magnifique. L'Arabie Saoudite. Moi, j'aimerais juste vous faire réagir. Vous avez vu, justement, ça a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Tout à l'heure, Dora parlait de la négation de la maternité. Il y a Christophe Beaugrand qui a accordé, et ça a fait sursauter tout le monde. Il a fait appel à une GPA donc pour avoir un enfant avec son compagnon, et il a dit, en parlant d'une personne qui qualifiait de mère, la personne qui avait porté l'enfant, dit « Ce n'est pas sa maman, 2 femmes nous ont aidés à devenir parents, mais en aucun cas, ces femmes ne sont des mères. » Ça vous a fait réagir, ça, ou pas? On est où, là? Oui, bah... Monsieur a loué l'utérus d'une femme et monsieur a acheté un bébé. Voilà, c'est juste ça qui s'est passé, en fait. Et je suis désolée, oui, une femme qui porte un enfant, en fait, c'est la mère de cet enfant, et après, il peut se créer la fiction qu'il veut dans sa tête, ce monsieur. Pour moi, ça reste une marchandisation du corps humain, marchandisation du corps des femmes, et une marchandisation des enfants, évidemment. Ça nous indigne, et puis ça montre le transgenrisme, et puis aussi, voilà, ce genre de commentaires d'hommes. En fait, il y a un certain nombre d'hommes homosexuels qui sont extrêmement misogynes, et il faut le dire, parce qu'aujourd'hui c'est toujours l'homme blanc cis hétéro qui est visé par les féministes, mais en réalité il y a une sorte de misogynie de la part de ces hommes homosexuels, et malheureusement le milieu féministe n'est pas capable de le pointer parce qu'elles estiment que qu'il faut faire, qu'il faut marcher ensemble, mais moi j'estime que pas forcément. Ah oui, ils ont été malins. Oui, mais ne mettez pas trop féministes, parce que les féministes d'aujourd'hui soutiennent des organisations islamistes, etc. Donc, si vous voulez, au niveau incohérence intellectuelle, on est quand même... Il n'y a pas d'incohérence intellectuelle, c'est électoraliste. Oui, c'est électoraliste, oui, mais intellectuellement, au bout du bout, ça peut marcher, parce qu'au bout d'un moment, la majorité, ça marche. Surtout quand tu es dans une période... Et une fois qu'on est élu, alors, qu'est-ce qui se passe ?
Ah bah déjà, quand t'es élu, t'as désigné un bouc émissaire, donc t'as réussi à le crucifier, donc du coup, tu rétablis temporairement la paix dans ta société. Ça n'a pas vraiment marché à Détroit, hein, la Amtrak, la ville aux États-Unis à côté de Détroit, où les LGBT ont soutenu le maire islamiste, et que quand le maire islamiste est arrivé au pouvoir, la première chose qu'il a fait, c'est de persécuter les LGBT. C'est de pas imaginer ou fantasmer une cohérence intellectuelle qui n'existe pas. Voilà. C'est juste Est-ce que c'est excusable parce que c'est électoraliste? Oh, moi, j'en excuse aucun, moi. Bah, okay. Allez, on arrive aux 5 dernières minutes de l'émission. Mais même pas pour ça, moi, je les pends la moitié. Malgré tout, après avoir écrit ce livre, d'abord, quel enseignement vous avez à ce stade, hein, puisque c'est tout récent, il vient de sortir. Est-ce que vous êtes plutôt optimiste ou plutôt... On aurait dû écrire autre chose. Vous regrettez d'avoir écrit ce livre ou pas? Je ne regrette pas du tout d'avoir écrit ce livre. On en avait besoin d'écrire ce livre après tant d'années de harcèlement et de réflexion sur ce sujet. Il est réédité, encore, j'ai vu 20 000 exemplaires vont être réimprimés. Donc nous, on espère que ça va continuer. Et puis, on espère que ce sera traduit dans d'autres langues pour que, dans d'autres pays, ils connaissent la position française là-dessus venant de certaines féministes. Et Marguerite? C'était quoi la question initiale? Est-ce que, après, au stade où vous en êtes de la promotion de ce livre, est-ce que vous êtes d'abord... Confiante. Quel enseignement vous en tirez? Est-ce que vous êtes confiante en l'avenir, optimiste, pessimiste? J'en tire d'abord un enseignement sur moi-même et sur nous-mêmes, en fait, avec Dora. Ce livre, c'est une grande fierté et c'est un sacré acte pour nous. Moi, personnellement, je suis assez fière, en fait. Je suis même très fière. Je suis très fière de ce livre parce que voilà, ce combat, pour moi, il représente En dépit des petites polémiques dans la rue et des... Non, mais on a sacrifié beaucoup, en fait. On a sacrifié beaucoup. Combien de temps ça a nécessité? Non, mais je veux dire, en termes de santé, en termes de statut professionnel, en termes de statut social, on a sacrifié beaucoup. Alors moi, je ne suis pas pour les martyrs, je prône pas le sacrifice, mais on a quand même dû faire des sacrifices, en fait, pour aboutir à ça. Aujourd'hui, mais ce que je vous disais, financièrement... Nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on était des petites égéries montantes du féminisme. On aurait pu faire carrière, en fait. Aujourd'hui, on gagnerait très bien notre vie. Et en fait, on a décidé de dire non, moi, je crois que la vérité, c'est ça, et je préfère rester droite dans mes bottes. Et en fait, je préfère juste être moralement droite et bien dormir le soir. Et en fait, je vais sacrifier ma carrière, je vais sacrifier le fait qu'aujourd'hui, tout le monde m'adule dans un certain milieu, que j'ai mon portrait dans Le Monde, dans Libération, pour Dora, d'avoir des partenariats extrêmement rémunérateurs, tout ça. On a sacrifié un certain confort, un certain statut social par amour de la vérité, quelque part pour la beauté du geste aussi, parce qu'on croit très fort en la liberté d'expression. Finalement, pour nous, c'est un peu le combat principal. Notre combat contre l'idéologie transgenre s'est transformé en un combat pour la liberté d'expression. Et aujourd'hui, avec la publication de ce livre, en fait, on le mène jusqu'à bout, ce combat. Et donc, pour moi, ce livre, il représente ça aussi. Il représente cet acte. Pour moi, c'est un acte, ce livre. C'est un acte militant. C'est un acte politique. On refuse de se taire, on refuse d'être muselé, on va jusqu'au bout de notre démarche. Et donc, personnellement, oui, j'en tire une grande fierté personnelle. Et pour moi, ce livre, il représente aussi peut-être le début d'un éveil, parce que il y a un engouement incroyable autour de ce livre. J'ai l'impression, et c'est très émouvant, que ce livre est en train de trouver son lectorat. Parce que vous savez, quand vous passez 1 an à écrire un livre et que vous êtes toute seule face à votre écran, et que finalement, c'est un exercice très solitaire, et que pendant 1 an, vous pensez à tous ces gens qui vont lire ce livre, vous pensez au fait que vous avez un message à délivrer au monde, vous pensez au fait que vous avez envie que les gens passent un bon moment, en fait, en lisant le truc, et que vous voulez respecter votre lectorat, et qu'au final, au bout d'1 an, votre livre rencontre son lectorat. Alors, c'est émouvant, et puis vous avez un petit peu d'espoir, c'est mon cas. J'ai l'impression qu'il y a un éveil dans la société française. Voilà. Eh bien, c'est un mot de la fin, on peut vous applaudir, justement. En tout cas, nous aussi, à notre petit niveau, on a considéré à TVL, avec toute l'équipe derrière cette émission, qu'il était nécessaire et important de vous donner la parole. Donc, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir accepté de venir aussi longuement, parce que c'était finalement une grande soirée qu'on a passée tous ensemble. Alors, on va terminer un petit peu avec une note d'humour, si tant est qu'on puisse terminer avec un petit sourire grâce à Ignace. Donc, on applaudit encore. Le LGBTQI+, c'est un problème transgenrisationnel. Voilà, c'est pour Dora Muto que je reconnais.
La détransitionnalisation, c'est la barbe. Voilà, on peut applaudir. Bah, c'est pour toi, je pense, celle-là. Voilà. À l'école, on n'apprend plus le B.A.B.A, mais le LGBTQI+. Joli, voilà, avec, je pense, cette fois... Marguerite. Et enfin, transidentité en terre islamiste, ça coûte beaucoup moins cher. Et pour toi, mon cher. Voilà. En tout cas, c'était donc... qui dépasse. Si j'ai vu le truc. En tout cas, est-ce que, allez, vraiment, on a plus que 3 minutes. Est-ce que vous voulez tous rajouter un petit mot? Bon, c'était le dernier mot pour Marguerite, mais vous avez envie de rajouter un mot ou pas? Peut-être même Dora aussi? Je crois qu'elle a tout dit. Elle a tout dit, je crois aussi. Non, Jérémy, voilà, en effet, c'est une question civilisationnelle. tu salues aussi son courage. Ah oui, courage. c'est un courage extraordinaire. Il faut le dire, il faut le marteler, il faut protéger les enfants et il faut vraiment prendre conscience que c'est notre avenir et notre civilisation qui est en jeu. Voilà. Et je pense que aussi de pointer l'incompatibilité qu'il y a entre ces formes de wokisme, d'islamisme, etc. est extrêmement important parce que ça va en devant de gros problème, pardon. Merci beaucoup, mon cher Jérémy. Et on termine aussi, puisque je le disais, après les caricatures, voilà, Ignace, il a bien travaillé en même temps qu'une caricature. Il a fait un portrait de chacune de vous. Alors tout d'abord, voilà, ça c'est la version portrait, donc je vous laisse apprécier. Et la version caricature, voilà, pour vous Marguerite, avec le petit étui pour la mettre. Mais ne vous réjouissez pas trop vite, Dora, vous avez aussi la vôtre. Voilà, je la découvre en même temps que vous. Voilà, le portrait. Ah, super. Et la version caricature. Voilà, donc on peut applaudir bien fort Ignace. Si vous aussi, comme Dora et Marguerite, vous souhaitez avoir votre dessin, eh bien, vous aussi, quel que soit votre genre, vous pouvez commander un portrait ou une caricature sur dessinias.com. On va le mettre sous cette vidéo. Je précise aussi, bien entendu, tout à l'heure, je l'ai dit, bien sûr, on peut vous trouver sur Amazon, mais on peut vous trouver aussi sur la boutique de TVL, donc tvl.fr. Je répète bien, tvl.fr. Donc, si vous voulez vous procurer ce livre paru aux éditions Magnus, Transmania. Et puis, j'en profite donc pour remercier toute l'équipe, elle est nombreuse, qui travaille derrière Bistro Liberté. Tout d'abord, Raphaël à la réalisation, on peut l'applaudir bien fort. À la production, Martial, Arnaud et Marine. Au service des bouteilles, vous l'avez tous reconnu à chaque fois avec ces bruits de bouchons qui sautent, c'est Charles Mathieu. Et enfin, au cadrage, ce sont les gens qui sont derrière les caméras. Tout d'abord, Charles, on peut l'applaudir bien fort. Maxime. Et puis, je tiens à saluer, voilà, c'était son dernier jour, je crois, au sein de Bistro Liberté TVL. C'est Mathilde qui nous a accompagnés, je crois qu'à qui TVL peut rendre un très grand hommage. Donc, merci à toi, Mathilde. Bonne route pour la suite. Merci à vous tous dans le public d'avoir participé à cette émission. On se retrouve dans 15 jours. Marguerite Stern de Ramuto. Bonne chance pour la suite. Bye bye. Merci.